Donc quand tu dis je vous livre chez vous, en plus t'es en 2012-13, le e-commerce commence à avoir levé pas mal de freins, t'es loin du niveau d'aujourd'hui. Du coup je me retrouve un petit peu à poil, je me dis bon il faut repartir, tu vois, il faut absolument remonter un business et cette fois créer une vraie communauté. J'adore faire l'inverse de ce que tout le monde fait. Si à l'époque, tu vois, chez une marque, j'avais 500 000 de chiffre, mon ambition c'est faire 1 milliard de chiffre d'affaires dès le premier jour. Donc pour moi, j'ai rien commencé, tu vois. Je suis au micro début. Le premier job, c'est qu'on ne devienne pas des gros cons. C'est un des trucs que je dis souvent. Moi, je me considère un peu comme les Rasta Rocket du retail. Yo Bastien. Salut Hugo. Ouais, écoute, je suis hyper content que tu sois là. En fait, là, on va dire, il y avait un peu de retard au niveau du recording où ça fait peut-être, je sais pas, 20 minutes qu'on discute. Ouais. Et depuis tout à l'heure, je me dis, putain, tout ce qu'on dit, il faut absolument que ce soit dans le podcast, il faut absolument que je Faut qu'on le garde retienne. en tête. Ouais. Mais c'est bon, je vais l'avoir en C'est tête. bon. Et écoute, est-ce que du coup, je fais jamais ça, mais là, on va la faire classique pour se lancer. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots aux auditeurs, auditrices qui ne te connaîtraient pas? Ouais, écoute, Bastien Valenzi, j'ai 36 ans maintenant, j'ai 2 enfants, je me marie dans 1 an, comme je te disais. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Entrepreneur dans l'âme, je dis souvent que j'ai eu mon premier cours de business quand j'ai appris à lire à 6 ans par mon père. Je vendais des livres dans la rue et j'imprimais des livres chez moi, je les vendais 2 francs aux mamies de mon quartier et c'est là que mon père m'a fait mon première leçon de business en me disant... Attends, 2 francs à l'époque, imprimer 30 pages, 40 pages, ça coûtait genre l'équivalent de 10 francs. Disant, le business, c'est pas t'achètes 10, tu vends 2, c'est l'inverse, t'achètes 2, tu revends 10. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre. Et depuis. Par entrepreneur ou pas du tout Ouais, mon père entrepreneur était dans les bagnoles, casse automobile, pompiste. Il a eu pas mal de business autour des bagnoles. Ok. Donc il achetait et revendait. Mon grand-père était épicier, donc on a toujours eu un peu ça. Ah ouais, donc c'est quand même un truc de père en fils, quoi. Ouais, exactement. Même s'il m'a jamais poussé à faire ce métier-là. Et ma mère m'avait dit, tu fais le métier que tu veux, je m'en fiche du moment que ça te plaît, mais s'il te plaît, vite entrepreneur, fais autre chose. Et finalement, bon, bah, c'est celui-là que j'ai pris. Voilà, et c'est quoi le background? Toi, t'es quoi? Tu viens de région de Paris? Ouais, banlieue parisienne. J'ai grandi au fin fond du 93 à Aulnay-sous-Bois. On les embrasse. On les embrasse. Trop souvent décriés à la télé, mais en fait, tout se passe bien. Aulnay-sous-Bois. Ne pensez pas que c'est la guerre. Tout va bien. Et j'ai eu la chance de grandir dans des univers très différents. Tu vois, j'ai grandi à Aulnay. Moi, je voulais être joueur de tennis à la base, donc j'ai fait sport-études. Et le sport-études m'a emmené faire un lycée à Passy-Saint-Honoré, avenue Victor Hugo, dans le 16e. Ah oui, donc là, changement d'ambiance. Donc, très gros changement d'ambiance. Et du coup, j'étais le petit banlieusard qui arrivait dans le 16e. Et du coup, j'ai vu cette vie dans le 16e pendant 2 ans, première terminale. Et tu sentais que j'étais un peu l'ovni dans la classe. Déjà, moi, j'arrivais en jogging parce que j'étais en sport-études. Donc, c'est normal, j'étais en jogging tous les jours. Alors que les mecs étaient tout le temps en jean diesel, et même quand on allait courir, limite, ils avaient un jean diesel, quoi. Et pour moi, le jean diesel, c'était le truc un peu inaccessible. Donc voilà, j'ai vu un peu les 2 salles, 2 ambiances. J'ai vu que c'était très sympa Aulnay-sous-Bois au final, et que j'avais pas vraiment envie d'avoir la vie que mes copains avaient en première terminale dans le 16e. Et puis j'ai gardé ce cercle de potes très proches avec lequel j'ai grandi. Comme je suis fan d'entrepreneuriat, quand j'ai vu que le tennis ça allait pas le faire, j'ai monté ma boîte à 18 ans et j'étais déstockeur de grandes marques sur internet comme venteprivée.com à l'époque. Donc ça, c'est quoi? C'est une première boîte que tu montes? Première boîte que je monte, j'ai 18 ans, j'ai mon bac, je sais pas trop quoi faire. Moi, 2 ans avant, j'avais que le tennis dans ma vie, il y avait que ça qui comptait. Finalement, je m'aperçois que Roland Garros, c'est pas moi qui allais le gagner. Et du coup, si c'est pas pour gagner Roland Garros, aucun intérêt de continuer. J'avais vraiment que ça en tête. Donc le plan B, c'était entrepreneur, comme j'avais toujours acheté et vendu des trucs dans ma vie. Je me suis dit, je vais monter ma boîte du coup. Et en plus, c'est marrant parce que tu vois, quand je finis mon bac, je trouve un DUT gestion d'entreprise en alternance pour sportifs de haut niveau. Je me dis, putain, c'est parfait. Moitié de semaine, tu es en entreprise, tu gagnes un petit peu de cash. Moitié de semaine, tu es à l'école, mais que le matin. Et l'après-midi, tu vas t'entraîner, préparation physique sportive. Génial. Je me dis, putain, vie de rêve, quoi. Je vais vivre la vie étudiante. Je continue à faire grave du sport. Et en plus, je vais gagner 400 ou 500 balles par mois en alternant à l'époque. Magnifique. Et je fais un premier entretien à la banque. À l'époque, ils te mettent en relation du coup banque et assurance, en DUT gestion d'entreprise, c'est toujours pareil. Ouais. Je fais un premier entretien à la banque. Le mec m'adore. Moi, je jouais en bourse, mais fictivement. Mais ça m'intéressait. J'avais 18 ans et la bourse m'intéressait et je jouais des euros fictifs.
Et je raconte ça au DRH au premier entretien. Le mec ne me croit pas, tu vois, il me dit, t'as 18 ans, tu joues en bourse, mais c'est-à-dire, t'as acheté une action Alstom un jour et du coup tu dis que tu fais de la bourse. Et je dis non, ça m'intéresse vraiment. Il me dit ok, bah parle-moi un petit peu du CAC. Et je lui dis bah tu vois, ce matin je suis parti à 8 heures, le CAC était à temps, il va y avoir une annonce de la BCE à telle heure, donc je pense qu'on va aller dans tel sens, telle action a été dans tel sens, etc. Je commence à lui expliquer un petit peu, le mec est un peu sur le cul, et je lui explique sans avoir vu à combien était le CAC que je pense que là, à telle heure, on doit se situer dans ces eaux-là. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je lui montre que je connais les chiffres. Et du coup, le mec me dit, attends, on cherche un alternant à 18 ans, en gros, à la banque, c'est pour faire les photocopies, tu vois, tu vas te faire chier chez nous. Je dis, ouais, moi, de toute façon, je m'en fous, je veux juste avoir mon école, faire du sport, et puis triper un peu avec mes potes. Il me fait passer à l'entretien d'après. Mon père m'amène en bagnole ce jour-là, chose qu'il n'avait jamais fait à un entretien. On tombe dans un embouteillage monstre. J'arrive avec 35 minutes de retard à un entretien de 40 minutes. Et les mecs me disent, bon, on est désolé, mais en fait, oui, tu as des grosses capacités et c'est top ce que tu fais, mais en vrai, on cherche un petit alternant, tu habites à Aulnay-sous-Bois et c'était boulevard Haussmann à l'époque. Tu vas arriver en retard tous les matins, on le sent bien, désolé, ça le fait pas. Et du coup, je me retrouve avec cette super école où je me dis, putain, j'ai trouvé une bonne école, mais c'est en alternance, je me fais planter par la banque. Donc, si je trouve pas une entreprise dans un mois, je me fais virer. Et du coup, je me dis, bah, je vais monter la mienne. Trop bien. Et voilà. Et du coup, mon père me jette dans le sentier. J'avais 200 balles sur mon compte et il me dit, bah, achète un truc et puis tu le revends et puis tu verras bien. Et j'ai trouvé un carton de t-shirt chez RG 512. J'ai atterri chez RG 512. Est-ce que les gens, ça existe encore ça, RG Je 512? sais plus si ça, je suis pas sûr que ça existe encore. Parce que du coup, Bastien et moi, on est un peu de la même génération. Toi, tu es de 87, hein, c'est 87, ça, ouais. moi de 88. Faut savoir que quand nous, on sortait du lycée ou quoi, la marque RG 512, on va le dire, c'était un peu la marque des balasses, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'était pas la marque hyper hype. C'était la marque des gens qui avaient voilà, la coupe en brosse, petit diams dans l'oreille. C'est un peu ça, ouais. ouais. Avec le petit débardeur, les muscles sortis, Voilà. c'est un peu ça. Mais en fait, je m'apercevais, moi, je m'en foutais de ce que j'achetais. Je voulais juste voir la marge que j'allais me faire sur l'achat d'un produit. Et à l'époque, sur eBay, tu pouvais voir le nombre de ventes qui avaient été réalisées sur un produit et du coup, à combien il s'était vendu. Et je m'étais aperçu que la semaine d'avant, il y avait un mec qui avait vendu X t-shirt RG512 à tel prix. Donc moi, j'avais en tête, ok, je sais qu'à ce prix-là, je peux le vendre. Donc maintenant, je vais essayer de l'acheter moins cher. Et j'ai atterri chez eux. Le mec m'annonce le prix en gros. Je crois que c'était 5-6 euros le t-shirt. Moi, je savais que je pouvais le vendre 16 euros sur eBay. Et du coup, je me dis, ok, bah, je prends un carton. Moi, dans ma tête, le carton est déjà vendu. Tu vois, je sais que j'ai mes clients sur eBay. Et le grossiste qui me vend ça, il connaît pas eBay. Allez, on est en 2004, hein, c'est tout nouveau. Le e-commerce, les grossistes du sentier, ils connaissent pas du tout. Et je reviens une semaine après avec ma petite gueule de gamin de 18 ans. Et je lui dis, ouais, c'est bon, j'ai tout vendu. Il me faut un deuxième carton maintenant. J'ai de quoi t'en acheter deux. Tu vois, j'ai 400 balles. Le mec, il dit, ok, bon, vas-y. Et chaque semaine, je revenais et je doublais. Et au bout d'un mois, le mec, il dit, attends, t'es qui, toi 18 ans, tu sors d'où? Où est-ce que tu vends? Comment ça marche? Et du coup, je lui dis eBay. Il me dit, quoi? Je dis, eBay, c'est un site, tu peux acheter, vendre et tout. Donc, le mec, Attends, 2004, est-ce que VP, donc ex-venteprivée.com, existe pas encore, je crois? Si, ça existe. Ouais. Ça existe, c'est Ça pas existe du déjà tout hyper connu, mais ouais, si, c'est déjà. Je crois que ça explose. Je crois que ça démarre 2002, 2003. Ah ouais, ok, et parce que moi j'ai 2000, l'impression que venteprivée.com, ça explose vraiment, genre 2007 ou 2008. Non, bien avant. Ok. 2008, c'est déjà un mastodon. Tu C'est vois. déjà Un un mastodon de l'époque. Ça Ouais. fait plusieurs dizaines de millions. À l'époque, en e-commerce, c'était monstrueux. Moi j'ai le chiffre de 2010. 2010, je me rappelle qu'il faisait genre 700 millions. Ouais, Parce que c'est l'année en voilà. fait où Cdiscount fait le milliard et qui est le Ouais. premier e-commerçant à faire un milliard. Et à l'époque, Vente Privée, donc venteprivée.com qui est ex-brand de VP, Ouais. faisait genre 750 millions et même Amazon France était encore en dessous. Ouais, bah à l'époque, ouais, c'était la référence. Et parce qu'à l'époque, en fait, tu achetais sur Internet uniquement pour le prix. Faut se mettre un peu dans le contexte. Tu n'as pas la DSL, tu mets 10 minutes à charger une page. Une chance sur deux de te faire pirater ta carte bleue, une chance sur deux de jamais te faire livrer parce que le livreur t'a tiré le colis. Rien n'est structuré, c'est la jungle. Donc si t'as pas une grande marque à moitié prix, voire à moins 80%, le client il dit je vais en boutique. Tu vois, Mais t'as raison, parce que c'est vrai que moi, tu vois, 2004, c'est l'année où j'ai fait mon premier achat en ligne. Ouais. C'était un poster Pulp Fiction à 7 € sur allposter.com. Je sais pas si tu te rappelles de ce site. Non, ça me parle pas. Mais je me rappelle que, tu vois, le fait de
prendre sa carte bleue et de dire: «Putain, là, je suis en Ouais, train d'écrire les tu es en codes train sur d'écrire internet». les codes, ouais, Là, tu dis: «Putain, je suis en train de prendre un risque». tu Alors que prends un maintenant, énorme c'est risque. tellement facile, Maintenant, oui, tu réfléchis pas. Et si jamais tu as le moindre problème, de toute façon, ta banque te ouais. rembourse. Tu n'as plus ces sujets-là. Mais à l'époque, tu as énormément de freins, énormément de frictions pour acheter sur Internet, Ouais, quoi. quand tu reçois ton colis, c'est une boule Putain, en moins, c'est quoi. passé. Tu dis, Ouais. ah, c'est passé. Mais c'est vrai que c'est ouf alors que c'est pas si loin non plus, hein. Enfin, bah, C'est ça fait ouais, 20 c'était ans il y quand même, hein. a ouais, c'était déjà 20 ans, Ouais. mais je me rappelle, ouais, c'était une belle époque. Et du coup, ouais, je commence sur eBay. Putain, je commence à comprendre un peu les mécaniques d'eBay. Ça marche. 1 an et demi après, je suis le plus gros vendeur d'eBay, tu vois. Donc, je commence à avoir ma boutique, mon shop. Plus Je gros me rappelle, vendeur RG? plus gros vendeur de fringues sur eBay. Parce OK. qu'entre-temps, tu vois, c'est monté à 3 millions quand même quelques années après. OK, et tu appelais ça Donc, comment? C'est quoi le nom? cmod, c-mod.com. Gros benchmark sur la marque. Gros benchmark. À l'époque, le modèle, c'était Cdiscount. Donc, je me suis Ouais, pas ouais. fait chier. Cdiscount, je prends de la fringue, mode, c'est mode. Ok, très bien. Je suis jamais resté très longtemps sur les noms de boîtes. Euh, J'estime que c'est à toi, enfin, c'est toi qui va donner Ouais. l'histoire de ta marque. Et Bah, en tu fait, nous expliqueras après comment je l'histoire de la t'expliquerai marque l'histoire de Kabaya, Kabaya. comment vous l'avez trouvé, mais Mais du coup, à Cmod, je monte un site en parallèle. Du coup, après eBay, je me dis, bah, je veux mon propre site. Donc, je mettais des flyers à l'époque. Les stratégies d'acquisition, c'est tu fous des flyers dans les cartons eBay en disant, bah, t'as moins 10 si la prochaine fois tu passes tu vas directement par sur mon Cmod, tu site, vois. quoi. Donc, Parce tu que commences à eBay te prenait un convertir. cut, quoi. Ils te prennent un cut, comme Amazon aujourd'hui ou autre. Et donc, du coup, l'idée, c'est tu les ramènes un peu sur ton site. Et du coup, sur le site, je commence à apprendre les mécaniques d'acquisition client sur Google. À l'époque, c'est pas très complexe, hein. Tu achètes le mot-clé jean diesel, t-shirt Levi's, t-shirt Calvin Klein. Mais que C'est tu du devais, ça, ces CPC. mots-clés, tu devais déjà les acheter un peu cher quand même, non? Non, à l'époque, en 2000, donc là, on commence à être 2006, 7, 8. À l'époque, on est 4-5 à faire ce business, tu vois. Donc, le mot-clé jean diesel, il te revient à 60 centimes au Ah CPC. ouais. Tu le vends 90 Maintenant, balles. tu l'achèterais combien, ça, ce mot-clé? Tu l'achèterais 2,50 € ou même Ouais, plus? 10 fois plus cher au Ouais. moins. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette boîte a coulé quelques années après. En gros, donc je monte cette boîte 18 ans. À 22, 23 ans, je suis une rockstar, tu vois, pour mes potes. J'ai une boîte à 3 millions, je fais 10% d'EBITDA, j'ai un gros salaire, Ouais. tout va bien. Et en plus, je bosse pas beaucoup. À 17 h, j'ai fini, je vais au golf. Et du coup, je sens, c'est intéressant, on y reviendra après, justement, parce j'ai vraiment appliqué ça pour Kabaya derrière, mais je sens qu'il y a un problème, tu vois, c'est trop facile et je sais très bien que l'argent facile, ça n'existe pas et que tu ne peux pas gagner de l'argent facilement, à part en vendant de la drogue, mais c'est pas ce que j'étais en train de faire. Donc je me dis... Tu vendais des t-shirts Je RG quand vendais même, des hein, t'étais t-shirts pas RG, loin, hein, donc c'était pas franchement. loin, c'est vrai. Mais je me dis, peut-être c'est pas normal, tu peux pas gagner beaucoup d'argent sans beaucoup travailler. Et du coup, je savais qu'il y avait un truc qui allait se passer quelques mois ou années après, et ça n'a pas loupé, c'est passé. Comme tu n'as pas de barrière à l'entrée, le e-commerce c'est facile, stratégie d'acquisition c'était pas très complexe. Trouver les fournisseurs, ils étaient à Aubervilliers dans le Sentier, tu les trouvais facile. Bon bah quand ça s'est su que ces modes commençaient à bien gagner sa vie, bon bah tous les commerçants du coin qui commençaient à avoir leur boutique qui se cassaient la gueule se disent bah attends moi aussi je vais créer un site. Et du coup en l'espace de 6 mois, je me retrouve de 3-4 concurrents à faire la même chose en jean diesel, Caporal, Tendestries et compagnie, à 300 mecs qui font la même chose, qui ont un site. Ça s'appelle pas C-Mode, mais C+. En plus, tout le monde essayait de copier, donc il s'appelait C+, C-, C, je sais pas quoi. Donc il y avait plein de sites en C qui faisaient la même chose. Et on avait tous les mêmes produits, tous les mêmes prix, et on se tirait la bourre tous les jours à être 1 euro moins cher. Ouais, donc Parce en fait, que vous avez tous niqué la marge, on en a fait. tous niqué la marge. Ouais. Donc tous les jours, en fait, tes coûts d'acquisition augmentent parce que tu n'es plus 3 à essayer d'acheter le mot-clé jean diesel, mais tu es 300. Donc tu payes plus 60 centimes, tu payes 2,50 €. Et en plus, le jean, tu le vends plus 80 €, mais 65 parce que tous les jours, il y a un nouveau mec qui arrive et qui le met à 64. Tu vois. Donc très vite, ton business, il devient de très rentable et prospère à en 6 mois, tu perds tout. En fait, j'ai mis 7 ans à monter la boîte en tout et à avoir Ah, c'était quand même une petite longue position. aventure. Ça a été quand même une belle aventure. Ouais. Ouais. Il y avait, je sais pas, 5-6 salariés. Ouais, on était 5-6. J'avais un entrepôt au fin fond de Montfermeil dans le 93. Et on faisait 3 millions de chiffre d'affaires rentable. Et en 6 mois, je perds tout. 6 mois, la boîte, je fais plus 3 millions, mais je sais plus, je fais 1,2 million, 1,3 million. Et pas rentable. Pas rentable du tout, je commence à perdre de l'argent. À l'époque, je sais plus, je perds 80 000 par an, puis 100 000. Enfin, c'était énorme, tu vois. Et du coup, tu l'as fermé comment, cette boîte, hein? Et j'ai pas fermé, j'ai réussi à le vendre. J'ai Ah, pas mal. vendu le stock, j'ai vendu le site sur vente-de-site.com. Ah, C'est ça une histoire existait vraie. déjà, ouais. Ça existait.
Et du coup, je trouvais quelqu'un qui voulait se mettre dans le e-commerce, qui a été intéressé pour acheter le site, le stock. Du coup, tu perds pas d'argent, t'es pas obligé de Je perds pas liquider. d'argent, je liquide pas, je passe pas à la Et barre tu du prends un petit billet tribunal, ou je prends rien vite du tout. fait, hein? Je prends rien du tout. Ouais. Ça éponge un peu les pertes. J'arrive à payer les factures Facebook, Google qui traînaient, les Ouais. factures de fournisseurs. J'ai pas d'ardoise au cul, c'est déjà un petit C'est miracle. déjà très très bien, ouais. C'est déjà très bien. Et en parallèle, j'avais un autre truc qui a accéléré aussi un peu la chute, c'est qu'en 2011-12, tu vois, je vois que je suis en train de me faire bouffer par les deux bouts. C'est-à-dire que moi, je faisais entre 2 et 3 millions. Et tu avais Amazon, Sarenza, Zalando qui commençaient à arriver à être très solides. Très fort, ouais. Ils étaient 100 fois devant moi. Et à côté, tu as tous les petits commerçants du coin de la rue qui commencent à monter leur site et qui font 500 000 chacun. Donc moi, j'ai été un peu entre les deux. Et je me dis, il faut que je me sorte de là. Et du coup, pour me sortir de là, qu'est-ce que je peux aller chercher que Zalando ou Amazon n'ira pas faire? Bah, je vais essayer d'aller dans le physique. Tu vois, je vais me différencier par le service client. Parce que le produit, je n'irai pas les concurrencer Amazon sur l'offre, j'y arriverai pas. Donc, je vais essayer par le service. Je connais rien au retail physique, donc j'ouvre une boutique, je fais toutes les erreurs de l'ouverture. Ah, tu te d'une mets quand même, boutique. parce que ouvrir une boutique, c'est pas le petit, c'est pas le truc confort, quoi. Tu te mets, Ouais, mais justement, tu sais, je commençais sors à d'un truc et m'endormir un ouais. peu. Je me dis, ah, c'est peut-être un peu trop facile e-commerce. Essayons de mettre un peu de barrière à l'entrée. Allez, on va aller dans le retail. Et là, je me plante, mais de A à Z. Je fais toutes les erreurs possibles en retail. Je me trompe d'emplacement, qui est la première règle. Tu voulais être boutique multi-marque? Boutique multimarque. Ouais, donc en j'ouvre fait, la une même boutique. chose, mais en physique. Alors, j'avais en plus un concept de génie dans ma tête. Tu vois, enfin, je pensais bien évidemment être un génie et plus intelligent que tous les commerçants qui se mettaient dans les bons emplacements. La règle en immobilier commercial et en retail physique, c'est emplacement, emplacement, emplacement. On a toujours dit ça depuis 40 ans, c'est ça. Il y a bien Sauf raison. sauf que moi, j'arrive en 2012, je me dis, ah, c'est fini, il y a le e-commerce qui est passé par là. Moi, c'est pas emplacement. Moi, je vais me mettre dans un emplacement un peu pourri, mais les gens vont venir chez moi parce qu'ils me connaissent. Tu vois. Énorme connerie. Et du coup, je me mets rue du Théâtre dans le 15e. Donc en fait, tu as une rue dans le 15e qui s'appelle la rue du Commerce, qui est la vraie rue commerçante qui marche bien, où faut être, bien sûr, si tu veux être dans le 15e. Et moi, je me dis non, je vais pas payer les loyers rue du Commerce, je vais mettre rue du Théâtre, qui est un cimetière, clairement, c'est un cimetière à commerce. Tu y retournes tous les 6 mois, la moitié de la rue a changé. Tu vois, Ouais, c'est qu'il y a un peu une c'était raison, ouais. raison. Mais moi, je me disais, non, non, moi, ça changera pas. Moi, ils vont tourner pour moi. Et mon postulat, c'était, bah, il y a du trafic rue du Commerce et je vais faire en sorte qu'ils tournent rue du Théâtre. Donc, je me plante d'emplacement. Les gens, bien évidemment, ne tournent pas du tout parce que je suis pas plus intelligent que les autres et les gens restent sur la rue du Théâtre, sur la rue du Commerce, pardon, et ne tournent pas. Et c'est le moment le plus frustrant de ma vie où tu as une boutique, tu es dans ta boutique, tu personne, tu vois du flux à 30 mètres. J'étais à 30 Le mètres temps de doit la être rue. long, là, non? C'est horrible, c'est l'expérience la plus horrible de ma vie, mais en même temps, c'est là où j'ai appris le plus. Parce que bah, tu fais tout à l'envers et du coup, tu apprends en vitesse grand V. Parce Ouais. que, en plus, ça te touche personnellement. Parce que tu es en train de perdre ton argent, tu es en train de perdre ton temps. Intellectuellement, tu fous rien, tu es dans ta boutique, ça marche pas. Il faut que tu te sortes de là, tu vois. Et du coup, tu apprends en 6 mois, j'apprends à vitesse grand V tout le retail. Je me plante de personnel aussi, je me plante d'emplacement, je me plante de communication marketing. J'ai fait des trucs, c'était n'importe quoi. Mon idée, c'était, tu as une borne tactile dans la boutique où tu peux commander sur le site et te faire livrer en 24 heures. En soi, pas con. Tu te dis, bah, j'ai une cellule de 45 mètres carrés. Qu'est-ce qui limite le chiffre d'affaires d'une boutique? C'est sa taille. Tu peux pas faire 3 millions dans 40 mètres Ouais. carrés parce que tu n'as pas suffisamment de place. Sauf que moi, j'ai 6000 références dans un entrepôt au fin fond du 93. Ah, t'avais investi de ouf, quand même, hein. Donc, je vais mettre une vraie borne tactile dans la boutique. Et comme ça, bah, c'est une boutique tradie. S'il y a le t-shirt qui te plaît, tu l'achètes, tu repars. S'il n'y a pas ta taille, ta couleur ou autre, on t'amène sur la borne, tu choisis les 6000 références et tu peux commander et te faire livrer en magasin ou chez toi. Ce qui était assez novateur. En 2012, Mais- c'était assez novateur. Mais beaucoup de monde voulait le faire. Moi, j'étais aussi dans Beaucoup de une monde boîte voulait en 2012 qui Ouais. voulait faire la même chose, mais dans les carrefours. Ouais. Alors, moi, spoiler alert, et je pense que ça va être le même cas chez toi, mais en fait, du coup, ça n'a jamais marché. En fait, les gens, marché. en fait, ce qu'à l'époque, on essayait d'appeler le fugital, Figital, ouais. le figital, voilà. En fait, un mélange de physique et de digital. Les gens n'ont jamais accroché. C'est soit tu achètes en ligne, soit tu vas en magasin. Je te confirme, tout dépend un peu le produit. Tu vois, tu as des catégories produits où ça peut marcher, genre les matelas, genre les meubles. Parce que c'est quand même beaucoup plus simple de dire je commande sur la borne et je me fais livrer Ouais. que je pars avec mon matelas sous le bras. Mais pour ce que je vendais
à savoir des t-shirts, des jeans, des pompes, des bonnets ou autres. Les gens veulent partir avec. Si je te file ma carte bleue, c'est pour repartir avec tout de suite et je veux mettre le produit limite en sortant. Ma paire Ouais. de pompes, je veux la mettre en sortant du magasin. Donc quand tu dis je vous livre chez vous, en plus tu es en 2012-13, le e-commerce commence à avoir levé pas mal de freins, mais tu es loin du niveau d'aujourd'hui. Bon, les mecs sont un peu réticents, ils disent non, bon, bah, dans ce cas-là, je repasserai ou je verrai chez moi ce soir. Enfin, tu perds énormément. Et ils viendront jamais. Donc, ils reviendront bien évidemment jamais. Donc ça marche pas. Donc, je me dis, bah, comme mon but, c'est casser la barrière entre réel et virtuel, donc physique et digital, bah, je vais avoir une vitrine entièrement digitale. J'avais mis des hologrammes en 3D qui tournaient. Et j'avais une vitrine physique où tu avais des mannequins qui dansaient dans la vitrine et qui essayaient les fringues. Marche pas du tout. Je me suis tapé tous les féministes du quartier en me disant putain mais c'est honteux, on dirait Ouais, une t'es à cage à Amsterdam, poules. quoi. C'est à Amsterdam, c'est quoi ce truc? Donc j'ai mis des mecs à la place des nanas qui dansaient. Là j'ai eu déjà beaucoup moins de plaintes, mais les gens, par limite, ils se foutaient de ma gueule. Je me disais mais c'est qui ce Ah, et débile au moins, qui t'avais en- le mérite de tenter des Ah, trucs je quand même. tentais tout. Ah, mais Ouais. attends, j'ai pas fini. J'ai acheté une limousine entièrement customisée à l'esprit de la boutique. Et comme je savais que j'étais pas bien placé, je me suis dit, bah attends, je vais foutre la limousine mode Piquet-Grenelle à la sortie du métro. Là, tu as un flux de ouf. Et on va faire rentrer les gens dans la limo. Gratuitement, on les emmène à la boutique. Et ensuite, comme ça, au moins, ils visitent la boutique. S'ils achètent pas, on s'en fout. Mais putain, ça va faire un buzz ou ça va faire quelque chose. Je tentais plein de trucs. Bien évidemment, on fout la limousine mode Piquet-Grenelle. Personne ne veut rentrer dans cette limousine. Parce qu'ils se disent, mais attendez, vous C'est êtes un qui peu louche quand même. Enfin, Hein. c'est C'est un avec peu le du même recul, je niveau me dis, mais qu'un monsieur vient te proposer un bon bec et te demande de monter dans la voiture. c'est un peu quoi. ça. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait quoi Mais je pensais vraiment que c'était une idée géniale et que tout le monde allait monter. Attends, un tour de limousine gratuit. En plus, aujourd'hui, c'est ridicule une limousine. Mais il y a 12-13 ans, tu vois, ça Ouais. pouvait être cool. Tu vois. Et du coup, on fout cette limousine. Bien évidemment, tout le monde nous dit, mais non, je vais pas monter dans votre bagnole, vous êtes des malades ou quoi. Et on dit, non, mais c'est gratuit, on vous amène à la boutique, personne ne rentre. Donc j'ai dépensé encore pas mal de pognon pour rien. Et donc tout ça accumulé fait que très vite, ton chiffre, il fait moins 10, moins 20% tous les mois. Ton EBITDA, il fait plutôt moins 40, moins 50 tous les mois. Et à côté, tu crames comme un malade pour essayer de sauver cette boutique. Mais du coup, comme j'ai testé plein de trucs, je sais ce qui marche pas. Et je comprends très vite pourquoi je suis en train de faire n'importe quoi. Ouais. Et du coup, je me retrouve un petit peu à poil et je me dis, bon, il faut repartir, tu vois, il faut absolument remonter un business et cette fois créer une vraie communauté. Et à ce moment-là, c'est l'hiver, je porte un bonnet, je le perds dans le métro et du coup, je me dis, bon, bah, il faut que je retrouve un bonnet. Je trouve pas de marque référence sur ce produit-là. Et au même moment, bon, il n'y a rien qui tilt, tu vois. Et au même moment, dans cette fameuse boutique qui marche pas du tout, j'ai un produit qu'on me demande, c'est le bonnet. Bon, ça me fait pas tilt, mais ce qui me fait vraiment tilt, c'est je demande au client bah, quelle marque de bonnet vous voulez. Parce que quand il rentre pour un jean, il me demande pas je veux un jean. C'est je veux le Levi's 501 référence machin. Je veux le jean diesel Zatan référence Ouais. machin. Et donc tu crées ta marque de jean à côté, même si elle est bien mieux et bien moins chère, t'as aucune chance parce qu'ils sont C'est le pouvoir de la marque, là. c'est Ouais. le pouvoir de la marque. Et là, je me dis, putain, mais c'est ça, je veux créer une marque avec une vraie communauté qui fait que je ne vais pas créer un business avec juste une idée pas con, qui dans 3-4 ans, si ça marche, tout le monde fera la même chose et mon business s'effondrera et on repart à zéro. C'est trop dur de mettre 7 ans à monter un business, de te sacrifier pour ça et de tout perdre en 6 mois. Parce qu'en même temps, dans la descente aux enfers pendant les 6 mois, ce que je dis pas, c'est que bon, je perds ma boîte, j'arrive quand même à éponger un petit peu tout. Mais je perds aussi ma nana, je perds mon appart, je perds mon permis, ma bagnole. Je me retrouve à poil. Ouais, t'étais pas au summum de la win, quoi, en fait, à ce J'étais moment-là. pas au summum de la win du tout et je me retrouve sur le canapé chez mes parents. Tu vois, je Ouais. retourne là, j'ai 26, 27 ans. Ouais, c'est un peu Walk of Shame, là. Un peu, ouais. C'est vraiment, tu vois, j'ai connu 3-4 ans de ouf où à 23 ans, je voyageais un peu partout dans les super endroits et autres. Et là, d'un coup, j'ai plus de quoi sortir ce soir. Et je retourne sur le canapé chez mes parents à 26 ans, ouais, un truc comme ça. Et du coup, je repars. Enfin, à ce moment-là, je me dis, bon, comment je repars? Et comme je te dis, je vois pas de marque référence sur le bonnet. Et là, ça me fait un peu tilt. Je me dis, bon, bah voilà, je vais créer une marque sur ce produit-là. Ça doit pas être, j'y connais rien à la fabrication, mais ça doit pas être bien compliqué à faire un bonnet. Euh, c'est un produit intemporel, ça me plaît. Tu vois, je suis pas passionné de mode, donc je veux surtout pas une marque de mode. Parce que par essence, la mode, c'est cyclique. Donc, tu peux avoir un super up et puis dans 2 ans, ta marque Ouais. est complètement has-been parce que la tendance est passée de pop à street à classique, à peu importe. Ouais. Donc je veux vraiment un truc intemporel, ça je le sais.
Et je me dis, il faut que je crée un concept différenciant. Et là, mon obsession à ce moment-là, c'est je veux des barrières à l'entrée. Je veux être sûr que je ne vais pas dépenser mon temps et sacrifier ma vie pendant quelques années pour tout perdre en 6 mois une deuxième fois. Tu vois, j'ai bien retenu la leçon. Et je me dis, si tu veux un business intemporel, viable et solide, crée des barrières à l'entrée. Donc, mon obsession, c'est plus ce sera dur, et plus je pourrai dormir tranquille le soir. Donc, il faut que je crée un business dur à répliquer pour quelqu'un d'autre qui voudrait faire la même chose. Et donc, du coup, au début, je suis sur le produit. Je me dis, bon, quel bonnet? On va faire une marque de bonnet. Ok, très bien. Un truc un peu coloré, hyper intemporel, très familial, qui va plaire à hommes, femmes, enfants, papa, maman, les deux enfants, les trentenaires, les ados, etc. Mais je me dis, ça, tout le monde peut le faire. On va essayer de créer un concept. Et au bout de 6 mois, sort le bar à bonnets. Tu choisis ta base de bonnets, tu choisis tes pompons et tu es servi dans un shaker. Tous les bonnets ont des noms de cocktails, etc. Donc, je crée un petit concept autour de ça. Et là, tout de suite, enfin, donc, là, après, tu vas nous expliquer comment tu trouves ton associé, comment tu trouves le Ouais. nom de la marque. Et tout de suite, tu te dis, c'est physique ou c'est en ligne? Alors justement, la première étape, c'est OK, j'ai l'idée du produit, donc maintenant je crée un concept de bar à bonnet. OK, c'est cool, j'y crois grave. Et après, deuxième étape, c'est OK, mais comment je le distribue? Je viens du e-commerce, je sais que les coûts d'acquisition sont en train d'augmenter, ils vont continuer à augmenter parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée sur le e-commerce. Ouais. Donc tout le monde dans les prochaines années va s'engouffrer sur le e-commerce et je vais revivre ce que j'ai vécu, hors de question. Le retail, putain, je viens de me bouffer un bail 369 où ça a été l'enfer de sortir. J'y ai perdu beaucoup d'argent, de temps, énergie. Mais en même temps, j'ai les bons réflexes maintenant. Et à côté de ça, tu as le wholesale où tu as des revendeurs indépendants à qui tu vends ta cam et puis ils Ouais. revendent. Pour expliquer aux gens la différence entre le retail, c'est quand tu as ta propre boutique. Ouais, On voyait c'est par ça. exemple la boutique Sandro Mhm. vend du Sandro dans sa boutique Sandro, c'est du retail. Et quand Sandro vend chez Printemps ou Galerie Lafayette ou je crois il y a peut-être que ça, hein, ils n'ont pas non plus 1000 revendeurs. Bah là, c'est ce qu'on appelle du wholesale. C'est-à-dire tu revends ta marque dans un magasin multimarque par Alors, tu exemple. as quelques nuances. Le retail, c'est effectivement ta boutique en monomarque, quoi, qui revend seulement ta marque. Mais c'est pas forcément la tienne, ça peut être en franchise ou commission affiliation. C'est-à-dire Oui. que c'est un mec qui utilise ta marque et qui te paye pour ça et qui a une boutique Cabaya. On en a deux, par exemple, en Ça vous, France. ouais, ce que j'ai te On en a demander. deux. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on veut déployer vraiment en France, qu'on est capable de l'avoir en propre, mais on veut contrôler Mais parfaitement c'est la ça, en fait, le distrib. retail, c'est Mais tu vends du cabaya dans une boutique dans cabaya. une boutique Cabaya, Si exactement. Avec cabaya les est codes revendu Cabaya. à Galerie Lafayette, c'est du wholesale. Exactement. Ou au revendeur du coin de la Ouais, rue ou le concept store exactement. qui revend Cabaya, mais aussi 10 autres marques. Et donc, du coup, je pars de ce postulat-là. OK, la distribution, bon, bah voilà les trois canaux que j'ai exposés. Les trois sont assez complexes. Je me dis, bon, bah complexe égale OK, ça me va. Et à ce moment-là, en 2015, tu as le pop-up store qui commence à émerger. Parce que moi, je vends du bonnet. Prendre un bail 369 dans une boutique classique, Et vendre des bonnets en vendre été. des bonnets 3 mois, 4 mois dans l'année, bon, le reste, je ne vais pas pouvoir payer le loyer. Et hors de question que je me retrouve dans une boutique où pendant 6 mois, tu n'as personne et tu regardes ta montre en attendant la fin de la journée. Donc je me dis, le pop-up store arrive, super opportunité, ça me permet d'être là que 4 mois. Et en plus, à l'époque, c'est assez novateur et assez nouveau. Et j'ai un pote qui est directeur du Vélizy 2, un centre commercial à Vélizy 2, Ouais, V2, ouais. et qui me dit qu'il appartient à Unibail Rodamco, qui est un groupe coté au CAC 40, tu vois. Et il me dit, putain, bah, c'est marrant, nous, Unibail, on est en train de chercher des marques comme toi. Des marques comme moi, attends, mec, j'ai même pas vendu un seul bonnet. Comment un groupe du CAC 40 est intéressé pour faire rentrer une marque comme moi? Est-ce que c'est un pote qui te dit ça? Ouais, qui est le directeur de Vélizy 2. Et Il c'était est quoi? C'était directeur de un centre. pote d'école ou Non, je joue au squash et c'était un mec qui joue au squash. Donc comme Un quoi, pote de faites du squash. sport, Faites vous du faites sport, des potes, c'est bon pour le meilleures réseau. rencontres sont dans le sport. Voilà. Exactement. Et du coup, je dis, bah ouais, carrément, moi j'ai mon concept. Il me dit, ouais, ça a l'air nul ton truc, mais écoute, de toute façon, on a besoin d'avoir des marques pour dynamiser un peu le flux dans les malls, parce que les centres commerciaux sont de plus en plus grands, de plus en plus beaux, mais ils sont surtout de plus en plus chiants. Tu as toujours les mêmes enseignes, Zara, Mango, H&M, Bershka, Sephora et compagnie, une Fnac, Darty, mais tu n'as pas de concept novateur. Donc il me dit, bah, on cherche des petites marques pour dynamiser un peu le flux des malls, et comme c'est le début, bah, les prix sont assez intéressants. Et du coup, je dis, bah, banco, go, moi je veux lancer mon concept.
Je vais bosser que 4 mois dans l'année sur ce concept-là. Donc, on fabrique un mobilier de bar à bonnet, donc dans l'univers du bar, tout en bois, un truc un peu chaleureux. Et là, à ce moment-là, convivial. tu es encore tout seul. Je suis tout seul, ouais. Je suis tout Et seul. J'ai t'as pas vendu ces encore un modes. seul bonnet. À ce moment-là, je suis encore dans le gouffre de ces modes. Je suis en train de solutionner les derniers problèmes, revendre ce que je peux. Je comble les trous tous les jours. De quoi? De la boutique, hein, plutôt. De la boutique, même pas du de site, Cmods. de Cmods, toujours de Cmods. Donc de la boutique Cmods, du site Cmods, je suis en train de revendre un peu tout. Ah, moi je crois que tu avais revendu avant en fait. Tout n'est pas revendu encore. Non. C'est pas encore fini. Le monde Cabaya, je suis vraiment sur la fin. J'ai tiré une croix dessus, mais je suis en train de. Parce que la boutique physique, tu l'avais appelée Cmods aussi? Ouais, elle était Cmods. Ok, j'avais pas. C'était Cmods Cmods aussi. Et du coup, on monte avec des potes du mobilier en bois, etc. On installe ça la nuit. Je me rappelle, c'était un jeudi soir. Donc, centre commercial, tu installes la nuit à la fermeture. Donc, tu attends 20 heures que le centre ferme. Tu as jusqu'à 7 heures du matin le lendemain pour faire ton installation. Ensuite, tu as un bureau de contrôle qui vient. À l'époque, c'était tout nouveau pour moi. Et du coup, les mecs vérifient tout, ta solidité. Nous, on avait monté un truc un peu à l'arrache. Et là, tu as des vrais archis qui arrivent, des bureaux de contrôle qui testent la solidité de tes trucs. Il y avait un truc sur deux qui n'était pas quali, mais du coup, on rebricolait le truc pour que ça passe. Et je me rappelle cette nuit, on monte le stand la nuit, je dors 2 heures dans le camion sur le parking. À 7 heures, il y a le bureau de contrôle qui arrive. À 8 heures, il nous dit « Ok, go, vous pouvez ouvrir ». Et à 10 heures, on ouvre. Je suis tout seul sur le pop-up, au milieu d'une allée à Vélizy 2 dans le centre commercial. J'ai ma première cliente qui arrive à 10h10. Je vends mon bonnet à 10h10 et je vois des étoiles dans les yeux de la nana. Tu vois. Je viens lui vendre un bonnet et 3 pompons. Hein. Je n'ai pas changé sa vie. Elle avait pris 3 pompons. Elle avait pris, ouais, c'était le concept. Tu n'avais pas trop le choix. C'était un bonnet, 3 pompons. Du coup, tu choisis le bonnet, tu choisis tes pompons. Après, je te sers dans un Tu le faisais shaker. produit roulé Pologne. Ok. Donc j'avais trouvé une usine, j'ai des potes polonais, on était partis en Pologne, on avait tapé à la porte de 3-4 usines et il y en a un avec qui on bosse toujours aujourd'hui d'ailleurs, qui est une boîte familiale. Et on avait trouvé cette usine-là et ils nous avaient fait confiance pour démarrer. Et je vends ce premier bonnet et je me dis, putain, cette boîte va aller très loin. Je vends un bonnet, mais je m'aperçois que j'ai pas juste vendu un bonnet à une nana qui me dit, bah, il fait froid dehors, merci, au revoir. Tu vois. Il y a un truc qui se passe dans le... C'est assez inexplicable, mais tu sens qu'il y a une émotion qui est passée chez le client et qu'il a découvert un truc et il va en parler à tout le monde derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Je reste 4 mois sur ce pop-up. On fait des chiffres incroyables. Tu vois, on fait 500 000 balles en 4 mois. Combien? 500 000 euros. 500 000 euros en 4 mois. Sur un pop-up, plus un peu le site, plus quelques revendeurs. J'ai la queue sur le stand en décembre, il y a une demi-heure de queue. La marque, elle a 1 mois et demi, personne ne la connaît, à part mes potes et ma famille. Mais t'avais quand même monté la marque sur Facebook, Insta et On avait monté un petit peu. On est en quelle année déjà? On est en 2015, donc à l'époque c'était. Oui, il y avait Instagram. Il y avait Instagram, il y avait Facebook, mais j'avais fait aucune stratégie d'acquisition. Tu vois, j'avais pas fait un buzz sur les réseaux pour envoyer du flux en boutique. C'était vraiment la marque s'est créée sur ce pop-up au début. Et moi, je suis resté 4 mois, 7 sur 7 sur ce pop-up là, qui faisait un peu le show au milieu du stand, qui prenait les gens en photo avec leur bonnet. Je collais les Polaroids sur le bar, tout le monde voulait se prendre en photo avec le bonnet Cabaya, etc. Et puis surtout, je m'apercevais que ma cible, c'était vraiment la famille. C'est exactement ce que je cherchais. Je vendais à papa, maman, les 2 enfants. C'est pas une petite marque de Parisien, quoi. C'est pas une petite marque de Parisien, c'est pas une marque de nana, c'est pas une marque de mec, d'enfants. C'est vraiment tout le monde. Donc je me dis, c'est bon, le potentiel est astronomique. Avec un simple bonnet, je fais vivre une expérience hyper cool parce que les gens se prennent grave au jeu et reste un quart d'heure à dire ah putain quel pompon, quel machin, je me prends en photo et ils font venir leurs potes, qu'est-ce que tu penses du pompon, enfin c'était assez nouveau. Et du coup je sens qu'il y a un vrai truc. Et le deuxième truc qui me plaît énormément, c'est que j'ai un petit site internet que j'ai bricolé à côté. Et au bout de 10-15 jours de pop-up, je commence à avoir un peu de trafic sur le site et même quelques ventes. Et au bout d'un mois, 5, 6, 10 ventes par jour sur le site. Je me dis, putain, mais d'où ils viennent les gens? Cabaya, personne connaît. J'ai pas mis un seul centime sur Facebook et Google et Insta, donc je fais aucune acquisition. D'où ils viennent? Et en fait, c'est que des gens qui passaient sur le côté du pop-up, qui n'ont pas acheté sur le moment parce que pas le temps, pas envie ou autre. Qui avaient retenu la marque. Qui avaient retenu la marque, qui se disaient bah, je vais regarder ce soir tranquillement chez moi et qui commandaient. Et du coup, c'est là où je me dis putain, il y a une petite mécanique vertueuse à mettre en place qui te met en plus une barrière à l'entrée, c'est-à-dire que mon pop-up, ça va être mes coûts d'acquisition, c'est mon panneau de pub 4x3 dans le métro.
Ça me crée une vraie expérience. Et comme j'ai un produit sur lequel tu as besoin de vendre une expérience et tu changes le pompon, tu te prends en photo, etc., sur le e-commerce, c'était assez complexe. Donc mon acquisition va se faire par ce point de vente. En plus, ce point de vente, il est rentable. Et derrière, je ne vais pas filer toute ma marge brute à Facebook ou Google. Parce que dans ma tête, c'était, attention, le e-commerce, c'est top pour faire de la croissance. Mais c'est un business de frais variables, donc plus tu grossis, plus tu files de la marge à Google et Facebook. Parce qu'à l'époque, ça coûte combien un pop-up de 4 mois à V2? À l'époque, ça coûte 4 000 euros par mois de 4 loyer. 000 euros par mois? Et c'était que dalle. Ah, c'est pas cher. C'est pas cher du Ah, ça tout. coûte plus cher Aujourd'hui, maintenant. le même C'est 10 emplacement, 000 par mois, déjà, minimum. tu le trouves pas. Enfin, faut le booker 2 ans à l'avance avec des contraintes de Tu ouf. peux avoir des coups de bol, des fois, tu sais, t'as des. Tu peux avoir, alors, pas sur cet emplacement-là, tu n'as Non. pas de coup de bol. Ouais. Mais tu peux en avoir un à l'étage, un peu mal placé ou autre. Mais cet emplacement-là, il est à 13 14 000, je crois, par mois. Ouais, putain, Même ouais, ça, chose. c'est énorme. Et juste à côté, tu as un autre pop-up. Maintenant, comme ça a marché, maintenant il y a des pop-up partout dans les centres commerciaux, tous les 5 mètres. Du coup, tu as moins de visibilité, moins d'impact. Non seulement tu payes 4 fois plus cher ton loyer, mais en plus, tu as moins de transfo. Exactement la même histoire que j'ai connue dans le e-commerce avant, où tu es dans les premiers, putain, ça marche, tu payes pas cher, tu as une bonne renta. Et puis, comme tu n'as pas de vraie grosse barrière à l'entrée, tout le monde le fait. Et puis, ton loyer explose, tes marges baissent. Et puis, du coup, ton business est plus viable. Ok. Pourquoi la marque Kabaya? Ça vient d'où le nom de marque? Alors moi, mon modèle d'inspiration, ça a toujours été Havaianas, les tongs Havaianas. Pourquoi? Parce que c'est un produit vraiment intemporel qui plaît à la famille, justement. Monoproduit. Papa, maman, les 2 enfants, monoproduit. Et qui est une marque hyper mainstream, mais très désirable. Tu vois, Havaianas, Kim Kardashian, elle doit avoir une Havaianas. Et monsieur et madame tout le monde au fin fond de la province française a une paire d'Havaianas. Et c'est exactement ce que je voulais créer. C'est un produit qui plaise vraiment au plus grand nombre, mais qui reste désirable. Tu vois, faut pas avoir le truc cheap qui va. Pas qui va être RG 512. Pas RG 512. Voilà. Même si ils m'ont permis de se lancer, donc j'ai rien contre. On RG les embrasse. 512. On les embrasse aussi. Mais justement, contrôler ce truc de tu vends à tout le monde, mais tu restes désirable. Et accessoirement, c'est une marque Havaianas qui fait 1,4 milliard de chiffre d'affaires avec des tongs à 25 balles. Hein. Ouais, c'est ouf. Donc c'est le truc qui m'a toujours impressionné et je me suis dit putain, mais c'est exactement le modèle que je veux. Un monoproduit hyper coloré, déclinable dans le monde entier rapidement, qui va plaire à une cible hyper large. Et ensuite, faut réussir à mettre des barrières sur la distribution. Et c'est comme ça qu'est né le pop-up store, le e-commerce, le wholesale à côté. Et je m'apercevais que les 3 canaux avaient chacun des avantages et inconvénients. Ton pop-up store, plein de contraintes opérationnelles. Donc, pop-up store qui aujourd'hui est devenu le retail, donc nos boutiques en propre. Plein de contraintes opérationnelles du quotidien que plein de DNVB ne veulent surtout pas entendre parce que faut aimer les gérer. Tu vois, ces problèmes, moi, ça me dérange pas, mais il y a plein de gens qui dorment pas la nuit avec une boutique ouverte, que tu peux te faire casser, tu te fais voler, tes vendeurs, ils viennent pas toujours à l'heure. Tu peux te manger un mauvais avis sur Google parce que le mec était mal luné hier, etc. Faut gérer des contraintes opérationnelles, logistiques, supply, etc. Plein de trucs qui ne veulent pas gérer. Mais par contre, tu as ta barrière à l'entrée opérationnelle justement et tu as une bonne rentabilité parce que c'est un business de frais fixes. Donc, tu vas mettre du capex au départ, mais dès que tu passes ton seuil de rentabilité, derrière, c'est de la marge. Ouais. Et tu contrôles parfaitement ta distrib, tu fais vivre une expérience client. Donc ça, c'était le retail. Le e-commerce, tu peux avoir une grosse croissance, ça scale bien. Par contre, c'est un business de frais variables. Donc en fait, plus tu vas faire de chiffres, moins tu seras rentable, puisque tes coûts d'acquisition augmenteront de manière inversement proportionnelle à ta courbe de chiffre d'affaires. Forcément, ouais, en sinon ce général. serait trop beau. Sinon, ce serait trop beau. Mais tu contrôles bien ta distrib. Et à côté de ça, tu as le wholesale qui est très rentable, qui peut se développer très rapidement. Par contre, tu contrôles mal ta distrib. Ouais, c'est par plein de contre en termes revendeurs. d'image de marque, c'est pas le idéal. C'est moins quali. C'est pour ça qu'il faut le combo des 3. Il faut le combo des 3. Et donc, du coup, et en plus, ça te met une vraie barrière à l'entrée parce que gérer les 3 canaux de distrib, c'est hyper complexe au quotidien. C'est presque 3 boîtes dans la boîte. Donc, ça me fait mieux dormir la nuit parce que je me dis qu'on va pas être 300 à faire la même chose, quoi. Ok. Voilà. Et donc c'est pour ça que tu aimais beaucoup la marque Havaianas et Kabaya. On est d'accord, c'est un peu la même couleur, quoi. Ouais, ça devait s'appeler Copacabana au départ, en référence à Copacabana. Ouais. Un peu trop long, pas assez commercial. Et un soir, mon pote m'a dit... Et puis en plus, Copacabana, ça sent le soleil, alors que toi, tu vends des bonnets, quoi. Et le logo, c'est une paillote de plage. Tu vois, tout le monde disait, mais attends, t'es con, quoi, tu vends des bonnets. C'est vrai que t'as une maintenant que tu paillote me le de plage. dis, c'est ça. C'est Ouais. une paillote de plage. Mais parce que, justement, déjà, moi, j'adore faire l'inverse de ce que tout le monde fait. Et je voulais juste montrer que, en fait, mon but, c'était pas de créer une marque de bonnet hyper famous. C'est de créer un état d'esprit hyper différent. Et la paillote de plage me représente un peu parfaitement et représente l'état d'esprit qu'on essaye d'insuffler avec Kabaya. C'est un truc hyper cool, qui se prend pas la tête, très rassembleur,
fédérateur. Tu vois, la paillote représente un petit peu le toit dans lequel toute la famille ou tous les clients se rassemblent. Ouais, Et clairement. donc, du coup, c'est exactement cet état d'esprit que je voulais diffuser. Et nos clients, aujourd'hui, ils l'adorent. Mais au début, ouais, ça n'a pas de sens. Tu dis, attends, tu mets une paillote de plage sur un bonnet, ça n'a pas de sens. Mais parce que déjà, je voulais pas une marque de bonnet. Et parce que je voulais surtout insuffler ce lifestyle et cet état d'esprit Cabaya plus cool que marque de bonnet, quoi. Ok. Donc ça, c'est, on va dire, premier essai transformé. Tu finis les 4 mois, tu as fait un bon chiffre, tu es rentable. Ouais. Du coup, tu es en train de créer une marque qui marche bien. Tu as le e-commerce qui commence à marcher. Tu as vu qu'en magasin, tu as créé une expérience. Tu commences à avoir certaines certitudes. Donc Ouais. là, tu le disais, la certitude sur ta stratégie de distribution, sur ta stratégie de communication. C'est Ouais. quoi, du coup, la suite? Alors, encore une fois, pardon, on était fin 2014. 2015, je crée en 2015, Ok, on donc était en 2015. l'hiver 2015-16 à 500 000 euros. Et 2016, je rentre chez The Family et je rencontre C'est là Emilien. qu'on se rend compte, ouais. C'est là qu'on se rencontre. Je rencontre Emilien, qui est mon associé aujourd'hui. Comment tu Euh, le rencontres, du coup? Chez The Family, il fait la formation Lyon, qui est une formation Ok. pour salariés de grands groupes qui veut soit monter une boîte ou soit rejoindre une boîte. Et du coup, bah, moi, j'avais une boîte qui démarrait. Je voulais pas faire les mêmes erreurs que ma première boîte où j'étais tout seul, pas d'associé, pas d'investisseur, etc. Je voulais m'associer et créer une vraie aventure. Et lui était dans une énorme boîte. Emilien était ingénieur dans le nucléaire avant, tu vois. Donc, il construisait des centrales Ok. nucléaires. Donc, rien à Toi, tu voir le connais avec pas de l'univers. base, Emilien? Je ne connais pas de base. Je connais pas de base. On se rencontre à un dîner où il fait Lyon. Moi, je suis rentré en tant que boîte chez The Family. On nous fait se rencontrer. Tu Ça peux match juste très bien. réexpliquer en fait du coup ce que ça veut dire rentrer chez The Family. Ouais, alors bah, The Family est un espèce de fonds d'investissement un peu particulier parce qu'il n'investit pas d'argent mais des compétences, un espèce d'accélérateur de start-up, on peut dire. Et en gros, il dit bah, je prends une petite partie de ton capital, je te mets pas de cash, mais en échange, je te mets à dispo plein de compétences pour faire exploser ta boîte. Donc ouais, de l'éducation, du réseau Beaucoup et d'éducation et de réseau, ouais. toi dans ton cas du coup ils t'ont fait rencontrer ton Ils ton m'ont fait associé. rencontrer mon associé qui venait du coup faire la formation Lyon. Moi, je pitch un peu le projet chez Lyon. Il vient me voir, il me dit ah, putain, bah voilà, moi je fais ça. Bon, ingénieur dans le nucléaire, tu vois, c'était pas le genre d'associé que je cherchais, mais en fait, je m'en fous. Et ça match très bien nous deux sur les ambitions et la. En fait, je sens qu'il a cette capacité énorme à exécuter, énorme force de travail, énorme courbe d'apprentissage. En gros, Emilien, c'est le mec, tu le mets sur un sujet n'importe lequel, il te le défonce pendant des jours, des mois, des années s'il faut, et ça devient un expert mondial sur le sujet. Ouais. Et j'ai senti ce truc-là. Dès le début, quand j'ai commencé à lui parler, je me suis dit, ce mec-là est une machine. C'est le genre de mec avec qui j'ai envie de bosser. Et pour info, en face de lui, du coup, je recherchais des associés un peu à droite à gauche. Et il y avait un mec qui était hyper intéressé et qui était le directeur commercial France de Vans à l'époque. Donc, tu vois, a priori, sur le papier, il correspondait beaucoup plus à un mec avec qui je devrais m'associer plutôt qu'à un ingénieur de nucléaire. Ouais. Et en fait, et tout le monde me dit, bah voilà, c'est facile, tu prends le mec de Vans, c'est logique. Et non, parce qu'en fait, le mec de Vans, toutes ses compétences, je les avais. Je savais, moi, monter une marque, la distribuer, créer le produit, etc. Ce qui me manquait, c'était la partie très structurée et structurante pour développer la boîte rapidement. Et qu'Emilien avait. Enfin, que Et j'ai toi c'est senti marrant parce que qu'il du avait, coup tu vois. à ce moment-là toi ça fait 10 ans que tu entreprends Ça fait seul 10 ans en que fait. j'entreprends seul, toujours seul. Ouais. Et là, je voulais surtout pas le refaire à Cabaya, je cherchais du monde. Tu vois. Ouais. Et c'est pas facile, tu vois, chercher un associé. Bon, au début, tu regardes tes connaissances, tes potes. Il n'y en a aucun avec qui je me disais, Je me vois 10 ans. je me vois 10 ans entreprendre avec ce mec-là. Même je me vois 10 ans être pote avec ce mec-là, bien évidemment, même bien plus, mais pas entreprendre. Ouais. Et Emilien, c'est un espèce de coup de foudre où on se dit, ouais, putain, je suis sûr que ça peut le faire. Et aucun risque, en fait, on se dit, on a le même mindset aussi. C'est, bon, écoute, mec, on se connaît pas, j'en sais rien, moi, si ça va marcher ensemble ou pas. Tu sais quoi, on commence demain. On voit 6 mois. Si ça marche pas pendant 6 mois, l'un ou l'autre, on peut dire écoute, je me suis trompé, on arrête. Si ça marche, on commence à s'associer progressivement. C'est exactement ce qu'on a fait. Et dès les premiers jours, je dis ok, c'est bon, je pense que je me suis pas trompé. Et puis au bout de 6 mois, on a commencé à s'associer de plus en plus. Et puis. Et là, alors, je sais pas si aujourd'hui, tu peux ça marche donner très bien. des idées de chiffres en termes de parts, parce que c'est vrai que il y a plein de gens qui sont dans ton cas, en fait, qui montent une marque, qui commencent à chip un projet, grosso modo, sachant que toi, tu étais déjà à un demi-million de chiffre d'affaires, Ouais. tu avais créé la marque, tu avais déjà fait le pop-up store, tu avais déjà Ouais. fait le site. Je suppose que, évidemment, quand tu fais rentrer quelqu'un, en plus que tu ne connais pas de base, tu ne le fais pas rentrer à 50-50. Ouais, bien sûr. Les premiers jours, non. Mais au fur et à mesure, en fait, moi t'as deux composantes. Les gens pensent souvent que ce qu'ils ont. Ouais, j'ai eu l'idée, j'ai créé la marque, donc moi, je veux beaucoup plus.
Ouais, ça a une valeur, mais en fait, tout dépend de ton ambition. Si à l'époque, tu vois, j'ai une marque, j'avais 500 000 de chiffres, mon ambition, c'est faire 1 milliard de chiffre d'affaires dès le premier jour. Donc pour moi, j'ai rien commencé, tu vois, Oui, je oui, suis oui. au micro début. Si en fait ton ambition, c'est une marque à 2 millions, tu es déjà à 500 000, effectivement, Tu vas pas lui tu filer vas pas, 50. pas prendre les mêmes profils. Là, c'était pas le cas. Et ensuite, oui, tu ne suis pas à 50-50 au début parce que tu connais pas, mais au fur et à mesure, en fait, tu vois sa valeur et puis tu l'associes de plus en plus. Et aujourd'hui, on est quasi égaux dans nos shares sur la boîte. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tu gagnes la confiance et puis tu commences à voir un petit peu les valeurs de chacun. Et c'est logique qu'au fur et à mesure, tu te rééquilibres. Tu vois. Oui, oui, parce qu'en plus, après, ça peut créer des frustrations. Bien Et puis, en sûr, ça fait, les crée des frustrations, frustrations. même Ouais. C'est. une demi-frustration à un instant T, plus 1 an, plus 2 ans, plus 3 ans, Ouais. ça peut s'écarter. Et Ça tu peut. dois pas. Ces discussions sont hyper mauvaises. Donc, tu vois, on a fait un tour de financement il y a 7 mois. Ça a été l'occasion de se rééquilibrer encore. Et les discussions ont été hyper saines et faciles et rapides sur des montants quand même très élevés. Et tout le monde, les banquiers, investisseurs, avocats et tout autour, étaient assez impressionnés. Ils disaient, attends les gars, on parle de beaucoup d'argent. Et c'est impressionnant à quel point ça a été fluide. Tu vois, c'était ouais, ok, bah, enfin, c'est normal, je lui donne ou on se rééquilibre. On rentre pas dans les détails, mais concrètement, c'est logique. Tu vois, ça fait 7 ans, on connaît parfaitement nos valeurs, on sait où on veut aller. Donc à aucun moment on veut ni l'un ni l'autre avoir une frustration de ah putain, attends, est-ce que c'est normal qu'il ait ci et ça. La logique, c'est tu montes une boîte, tu es à 50-50. Après, bah, si tu es arrivé plus tard, tu rééquilibres au fur et à mesure. Mais la logique, oui, c'est ça. Ouais. Ok, donc là, alors, par contre, comment il s'appelle? Émilien. Emilien. Donc, Émilien. du coup, là, tu rentres chez The Family, on est en 2016, Ouais. tu rencontres Emilien, vous démarrez, vous commencez à travailler ensemble et enfin, au bout d'un moment, vous décidez de vous associer. Ouais. En fait, c'est ça aussi hein, qu'on peut dire aux gens, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un et que vous vous dites, là, je pense que ça va le faire, je pense qu'on peut s'associer, vous vous tapez dans la main, commencez toujours, en fait, même sans discuter de parts, de machin, de packs d'associés ou même de trucs en fait vraiment administratifs, Ouais. juste bosser ensemble 1 mois, 2 mois, 3 mois et faites un point au bout de 3 mois. C'est est-ce qu'on se voit pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, Mm. bosser ensemble. Et là, en fait, si la réponse est oui, là, vous pouvez commencer Ouais, ça. à faire les choses. Et si vous sentez que la réponse est non, parce que directement, vous vous saoulez sur certains points, bah, en fait, juste c'est que c'est pas la bonne, quoi. C'est comme en amour, en fait, hein, presque. Ouais. Hein. Et Prenez pas un appart avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas sûr et bien surtout sûr. ne vous mariez pas avec et faites encore moins un enfant avec cette personne, quoi. C'est clair. Et tout doit être simple et limpide très vite. En fait, tu le sens très vite. S'il y a plein de discussions, tu bosses une semaine, à la fin, tu dis ah, attends, tu sais, pour la bouffe hier, et puis aussi pour ça, et puis, mais dans 5 ans, si on fait ça, j'aurai combien? Bon, bah, tu sens que Ouais. t'as pas de confiance réciproque. Ok, mec, bon, laisse tomber. On est quand même en train de créer une boîte. Donc, j'en sais rien ce qui se passera dans 5 ans. Et si tu t'associes du coup avec quelqu'un et qui commence à avoir ces discussions, bon, bah, a Ouais. priori, c'est pas la bonne. Ce qui était bien avec Emilien, et c'est pour ça que ça a très bien marché et que ça marche encore aujourd'hui, c'est qu'on est aligné. Tu vois, autant on a des compétences très différentes, mais on a une vision, une ambition et des comportements très similaires qui fait que les décisions se prennent très vite. On se voit très peu, on se parle très peu en plus avec Emilien, mais juste, il sait mes domaines de compétences, je Je sais pense les qu'il faut siens. ça. Et du coup, on se voit jamais autour d'une table. Bon, moi je pense A, tu penses B, qu'est-ce qu'on fait? Ça, je crois que c'est jamais arrivé. Même si des fois, tu vois, il prend des décisions, je dis putain, franchement, je suis pas sûr, j'aurais peut-être pas fait ça, ou lui pareil. Mais à la fin, c'est bon, de toute façon, c'est ta partie, donc vas-y, go. Ouais. Et ou c'est la mienne, vas-y, Si go. on se met à tout Mais discuter, si surtout tu dans les boîtes commences de tout la taille de discuter, la vôtre, ça marche plus, quoi. ton ennemi numéro un dans une boîte, c'est le temps. Hein. Donc, Ouais. si tu perds du temps à se dire ah non, mais je suis pas d'accord, on devrait faire ci et ça, bon, bah mec, laisse tomber. Tu me fais pas confiance, on n'est pas aligné. Donc, en fait, la règle, c'est la simplicité. Les meilleurs deals, c'est les deals les plus simples. Si avant de commencer à bosser ensemble, tu commences à évaluer, alors sur les 10 prochaines années, il va se passer ci, ça, machin, bon, laisse tomber, tu as déjà perdu trop de temps. Il se passera bien évidemment pas du tout ce que tu avais prévu. Donc la manière la plus simple, et ça, The Family était une super école pour ça. C'était en mode, les gars, on n'en sait rien. De toute façon, tu veux que je te dise où tu seras dans 5 ans, j'en sais rien, t'en sais rien. Donc le plus simple, c'est vas-y, fais, commence, et puis au fur et à mesure, tu commenceras à trouver Ouais. les solutions, et puis tu commenceras à construire quelque chose. Mais je vois trop d'entrepreneurs, des fois, qui se prennent la tête sur
petite boîte, là, j'ai fait 100 000 euros, et tu as l'impression dans sa tête, il fait 400 millions, Ouais. et il commence à réfléchir à son image de marque. Imagine les clients, qu'est-ce qu'ils vont penser. Mec, tu fais 100 000 balles, t'as pas de marque, t'as pas d'image, t'as rien du tout. Donc c'est génial, parce que tu peux tout tester. De toute façon, ça se verra pas, on ne connaît pas. Donc teste plein de trucs, vite, contre-intuitif, parce que souvent, c'est les tests les plus contre-intuitifs qui sont les meilleurs. Sauf la limousine, quand même. Sauf Ça, la ne le fais limousine, pas. tu vois, mais à la limite, enfin, tu vois, je regrette pas, parce que c'est une énorme connerie, bien évidemment, c'est pas ce qu'il fallait faire, mais je regrette pas du tout de l'avoir fait, parce que tu vois, c'est cette fameuse boutique où je perds tout. En fait, si je la fais pas, jamais de la vie, je trouve cabaya. Ouais. Donc, c'est pas grave. Tu vas te planter en testant plein de trucs. 9 idées sur 10 seront mauvaises et ce sera pas les bonnes. Mais grâce à ce mindset, la 10e va être bonne et va te permettre d'aller Si chercher. t'as pas fait les 9 x10, premières, quoi. en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Prendra C'est pas ça la que les gens 10e. doivent comprendre, quoi. Et au début, après chacun, tu vois, a ses mentalités. Mais moi, j'adore les phases de début où c'est la jungle, c'est le chaos et personne te connaît, t'as rien à perdre. De toute façon, t'as rien. Donc, qu'est-ce que tu veux perdre? Tu t'en fous. Ouais. Le seul but, c'est de tester plein de trucs. C'est quoi ta capacité à tester un maximum de choses en un minimum de temps? Et à un moment, tu vas trouver un truc et tu vas dire, oh putain, c'est là, et du coup, go. Si tu réfléchis au début, laisse tomber. Moi, souvent, on me parlait de stratégie quand on démarrait la boîte. Je disais, mais les gars, on n'a pas de stratégie. À partir de 20-30 millions, on commencera peut-être à réfléchir un peu stratégie ou autre, mais là, c'est pas de la stratégie. La seule c'est de la stratégie, là, c'est survie. de vendre, en C'est fait, de la quoi. survie, c'est vendre, c'est d'être toujours là demain, c'est de trouver comment on sera là le mois prochain. Et donc, du coup, d'apprendre, mais surtout pas à se mettre autour d'une table, à essayer de philosopher. Tu commences ta boîte, toi. Tu sais pas ce qui se passera dans 5 ans. Donc, juste teste plein de trucs. Ouais, on est complètement alignés là-dessus. Donc, du coup, t'es chez TF, tu rencontres Emilien. Là, en fait, après, on va pas se mentir. Là, à ce moment-là, c'est vrai que tu as une bonne marque, tu as un bon début de traction, tu es Ouais. monoproduit. Le produit, il est sûrement, je m'en rappelle, encore une fois, on trouvait ça sympa, c'était marrant, Ouais. le côté des bonnets. Comment déjà, il se clipsait, non? Ouais, C'est t'as ça? un clip sur Ouais, le c'est haut ça. du bonnet. Ouais. Mais en vrai, on va pas se mentir, sur le papier, des petites marques sympas comme ça qui se montaient, il y en avait plein. Il y en avait 3000. Qu'est-ce qui a fait? Alors, je pense qu'il y a quelques étapes entre l'explosion et le moment où on est. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous prenez des bonnes décisions et vous arrivez vraiment à créer une marque qui compte dans l'esprit des Français et peut-être au-delà? Après, a posteriori, pardon, comment tu analyses ça? Bah en fait, c'est pas des bonnes décisions. C'est ce que je disais juste avant. C'est notre capacité à prendre plein de décisions très rapidement. Et pour nous, c'est même pas des décisions. C'est logique. On exécute. En fait, on a Ouais. été vraiment des soldats. On commence chez The Family. On est dans le local poubelle, le fameux local poubelle. Où a Et que nous, on a commencé- pris après. Vous aussi, vous avez C'était pris kimono après. Ok. Avec Ouais. des fois les rats qui passaient là et Ouais, tout. ouais, exactement. Sympa. Et ça te forge. En fait, ça te met dans un état d'esprit de mec, regarde où on est. On est au milieu des Et poubelles. c'est nous qui, en fait, Faut on vous sortir de remplace. là, tu vois. Il y avait encore des petits cartons avec des Ah ouais bonnets et tout. Ça, c'est ouf. Et après, je crois qu'il y a Fempo aussi qui était venu. Ouais, venu Fempo qui après. était Je me rappelle, ils faisaient leur à colis, côté. dedans. Parce que nous, en fait, après, on était trop nombreux, donc on est monté à l'étage. Ouais, et nous aussi, nous, on avait un petit bureau à l'étage aussi. Ouais, Alors, et justement, et vous, vous aviez le petit bureau, avait le après le petit grand, bureau. et après, c'était Exactement. Pathfinder qui était là-bas. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, ouais, au début, donc, on s'associe et on est dans ce fameux local poubelle. Et en fait, le seul but, c'est, tu vois, strat, machin. Pour nous, la marque, il n'y en a pas vraiment. C'est comment on sort de là et comment on explose, tu vois. Et donc, du coup, et c'est pour ça qu'on s'entend très bien dès le début, c'est que on se pose pas la question de ouais non mais moi j'aimerais créer une marque comme ci et moi ah non moi plutôt comme ça, etc. Il n'y a jamais eu cette discussion. C'est juste mec, faut qu'on sorte de là le plus vite possible. Donc on teste plein de trucs et du coup c'est notre capacité à exécuter plein de trucs et à tester plein de trucs qui a fait qu'à un moment bah, le sac est sorti typiquement et le sac nous a fait exploser parce qu'entre temps donc ce fameux bonnet marche bien. On voit qu'il y a une grosse traction, on a de quoi faire encore quelques millions, mais on est alignés tous les deux très vite sur on ne veut pas créer la plus grande marque de bonnet du monde et ça suffira pas. On veut faire 1 milliard depuis le début, donc je pense pas qu'on y arrive avec le bonnet. Et du coup, on prend un peu de recul. On se dit, au final, c'est quoi la vraie valeur ajoutée de la marque? C'est pas la capacité à faire un bonnet de bonne qualité. Ça, oui, notre bonnet est de bonne qualité, mais toutes les marques savent le faire. C'est pas notre capacité à avoir un design très différenciant, parce que notre bonnet, il est coloré, il est sympa, mais toutes les marques savent le faire. Notre vraie valeur ajoutée, c'est 2 trucs. Savoir faire un produit différenciant.
Donc en fait, on s'est pas contenté de prendre un bonnet classique et d'y appliquer un style traditionnel. T'as fait le clip. Alors il y a le clip, mais surtout la théâtralisation autour du produit. C'est pas le clip. Tu sais, je pensais avoir inventé le bonnet et 3 pompons, être le grand inventeur de Il y en bonnet et avait 3 déjà, pompons. non? En vrai, Nike l'avait fait quelques années avant nous. Et il y en a plein d'autres, plein de petits qui l'avaient déjà fait. Mais il y avait Nike surtout qui l'avait fait. Et ça n'avait pas marché du tout. Pourquoi? Parce que Nike l'avait mal exécuté dans sa façon de le distribuer. Nike vendait ça chez GoSport dans un petit sachet en plastique avec ton bonnet et tes 3 pompons sur un petit crochet. Et du coup, en fait, ton bonnet et tes 3 pompons, tu t'en fous le concept. Enfin, le fait de changer tes pompons, tu t'en fous. Ce qui a plu énormément chez nous et ce qui a fait que ça a fait la différence, c'est toute la théâtralisation de bar à bonnet. Ton bonnet, il a un nom de cocktail. Tu achètes un Morito, un bonnet Morito. Tu choisis tes bonbons, tu es servi dans un shaker, on te prend en photo, tu es collé sur le bar. Toute l'expérience fait que c'est cool à acheter et surtout c'est cool à offrir en cadeau à Noël. C'est le cadeau de Noël parfait. Donc en fait, on s'aperçoit de ça après discussion avec Emilien. On se dit en fait, notre vraie valeur ajoutée, c'est on prend un produit simple, coloré, avec une ADN assez mass market qui va plaire à papa, maman, les 2 enfants. On le théâtralise, donc on crée une histoire autour de ce produit-là. Et on le distribue à travers les 3 canaux. C'est nos 2 grosses forces, c'est théâtraliser un produit et savoir exécuter la distribution à travers les 3 canaux en propre, à travers nos pop-up à l'époque, en revendeur B2B et en e-commerce. On avait cette capacité à bien gérer ces 3 canaux. Et ça, on s'est dit, c'est un truc qui est une vraie valeur ajoutée et que tout le monde ne sait pas faire, au contraire, qui met une vraie valeur à l'entrée. Et du coup, on s'est mis à faire des chaussettes. On s'est dit, les chaussettes, tout le monde en porte, c'est mass market. C'est les chaussettes, le deuxième Le produit. deuxième, c'est les chaussettes. Parce qu'en fait, j'allais presque te poser la question. En fait, là, on est même dès 2016. Qu'est-ce que tu vends en fait en été là? Est-ce que les gens ils continuent à acheter du bonnet? Au début, première année, c'est 4 mois. Entre février 2016 et novembre 2016, on vend rien. Pas de chiffre d'affaires. Ah, et c'est ça en fait. Zéro. Là, Et on tu peut prépares croire qu'on faisait rien, mais je me rappelle à l'époque, on bossait comme des chiens, alors qu'on vendait rien. Pendant ces 6 mois, on faisait pas de chiffre, mais on va chercher des revendeurs, on trouve des agents, on se forme. Emilien se forme sur le e-commerce. Tu prépares l'hiver qui arrive. Tu prépares la guerre. Tu vois, on a vraiment cet état d'esprit, même encore aujourd'hui chez Kabaya. Toute l'année, tu te prépares pour Noël, tu vois, et tu dois être prêt. C'est quoi cette phrase en latin là, tu sais, manana parabellum, un truc comme ça. Je sais pas, je T'es qui nanana prépare la guerre, attends. Qui prépare la guerre connaît la paix, je crois. Ouais, bon, bref, il y a un truc dans ce genre-là. Et du coup, on a toujours eu cet état d'esprit de putain, il faut préparer l'hiver d'après. Et du coup, on trouve la chaussette et on se dit, ça va désaisonnaliser un peu le business parce que avoir un produit qui bosse que 4 mois dans l'année, ça va nous poser des problèmes dans 3-4 ans. Forcément. Financiers, marketing, com, recrutement, plein de choses. Donc, trouvons un autre produit. Un autre panier moyen en plus. Donc la chaussette, on se dit c'est quoi le problème sur la chaussette? Tu les perds en machine à laver comme tout le monde. Donc on a une idée, tiens, on va mettre une petite boutonnière sur la chaussette. Comme ça, avant de les mettre en machine, tu les accroches, tu les perds plus. Et du coup, c'est quoi l'histoire? Comme tu les accroches, elles sont inséparables. Elles ont des prénoms de couple. Elles s'appellent Marc et Sophie, Jean et Jeanne, etc. On va raconter une histoire autour de Marc et Sophie, Jean et Jeanne, etc. Et on va marketer ça. Et on s'est mis à faire des collabs avec Mythique. On a fait des soirées avec Mythique où tu devais retrouver la chaussette, etc. Et tu vois, plein de trucs. C'était un four, ça n'a pas marché. Mais c'est un exemple qui montre tout ce qu'on a testé. Tu vois, on a été jusqu'à faire des soirées avec Mythique pour des chaussettes. On a testé, on voulait voir ce qui allait marcher et comprendre, ok, en fait, ça, ils s'en foutent. L'histoire de Marc et Sophie, putain, ça ils kiffent. Le petit bouton, ça, ils adorent. Par contre, ok, c'est quoi le problème sur la chaussette? Panier moyen, il est trop faible. Tu as un peu de saisonnalité. Tu pourras pas faire d'acquisition en e-commerce parce que c'est trop peu cher. Il n'y a pas assez de marge. Et du coup, tu apprends. Tu vois, et ça veut pas dire que la chaussette était un mauvais move. C'est très bien. Ça nous a permis de passer un cap, passer de 500 000 à 1 100 000, 1,8 million. Ensuite, du coup, on veut continuer. On fait une serviette de plage. On veut un produit très été. Donc, serviette de plage, un peu plus cher. C'est quoi le problème? Tu perds tes clés et ta carte bleue sur la plage. On met un petit zip dans la doublure. Vous aviez toujours, en fait, c'était ça un peu la marque Kabaya, quoi. Enfin, la touch Kabaya, on essaye de réinventer un peu les produits du quotidien. On réinvente pas des fusées, mais on se contente de faire des produits fonctionnels, astucieux et qui te permettent d'être plus... De rendre ta vie un peu plus sympa et facile au quotidien, sans changer ta vie. Mais tu vois, tu dis, ah putain, c'est cool, j'ai le petit truc pratique. On fait cette serviette. Après, on se dit, la tongue, tu vois, on est fan d'Havaianas, on veut faire Havaianas, allons tuer le père. Un petit hommage, quoi. Faire un petit hommage, on va essayer d'aller chez le patron, voir ce que ça donne. Et là, four complet, on se plante complètement sur la tongue.
Le concept, c'était tu avais ta semelle et tu pouvais changer les brides. Donc, tu avais une petite bride. Ta semelle, elle était jaune, rouge, verte, bleue. Et ta bride, elle pouvait être toutes les couleurs. Ok. Et en fait, on s'aperçoit que les gens en ont rien à foutre de changer la bride. Le système n'est pas hyper bien abouti. C'est un peu galère à changer. Tu t'en fous. Et du coup, tu t'aperçois qu'en fait, on est là pour résoudre des petits problèmes du quotidien. Et que Ça sert à rien d'inventer des problèmes ça quand il n'y en a sert à pas. rien d'inventer des problèmes. Et du coup, on se dit, mais attends, le bonnet et 3 pompons, il n'y avait pas de problème. Bah si, en fait, c'était le cadeau de Noël. Tu vois. C'est le cadeau de Noël parfait, avec le bon packaging, etc. Et du coup, on s'est dit, OK, en fait, on résout des petits problèmes dans le quotidien des gens. Donc ensuite, on a une idée sac à dos. Et là, à ce moment-là, on se dit, attends, on va arrêter de lancer des produits et de croire que ça marche. En fait, on n'en sait rien, si ça va plaire ou pas. Donc à ce moment-là, on commence à avoir une petite communauté sympa et hyper engagée. Donc on va tout simplement leur demander ce qu'ils pensent de nos idées, voir si c'est une idée à la con ou pas. Et si notre idée est bonne, c'est quoi le problème? On va demander à notre communauté, c'est quoi le problème sur Comme ce ce que produit. fait Asphalt. Comme ce que fait Asphalt. À Ouais. l'époque, Asphalt commence à bien marcher sur son modèle de Ouais. précommande. Et on prend un peu exemple sur eux, parce qu'ils le font très bien. Et du coup, on se dit, bah attends, on va demander à notre communauté. Le sac, vous en pensez quoi? Oui, carrément. Ok, c'est quoi le problème du sac? Et là, tu as 90% de nos clients qui sont des nanas qui nous disent, bah, faites-nous un. Aujourd'hui, moi, je suis une femme. J'ai le choix entre un sac très joli, mais pas pratique, pas confortable. Je peux pas mettre mon PC, chargeur, mes livres, etc. Et donc, il est joli, je peux le mettre, mais c'est pas pratique. Ou alors, j'ai des sacs hyper bien organisés, mais c'est des sacs de randonnée, des sacs de sport. Moi, je bosse à la banque, je peux pas avoir un sac de rando pour bosser. Je suis une femme, je veux un truc un peu féminin. Donc on part de ce constat-là, on dit ok, bon, on dessine un sac féminin et pratique, et on rajoute la personnalisation qui est la Touch Cabaya à l'époque, et on lance ce sac, et là ça a été un raz-de-marée tout C'est de suite, tu votre vois. move, en fait, C'est ça, le sac. le vrai move où la boîte est passée dans une autre dimension. Parce que c'est vrai que, pareil, alors là, je vais faire un peu de spoil, mais qu'en fait, c'est vrai qu'on l'a pas dit en intro. Et si les gens, je pense que la plupart des gens connaissent Cabaya, ont déjà entendu parler de Cabaya, mais peut-être les gens connaissent pas, on va dire, les chiffres. Alors, je les ai pas en détail, tu me diras si je me trompe ou pas. Mais donc là, à ce moment-là, vous faites 1, 2, 3 millions, vous Alors, êtes dans ces plus, tu environs-là. vois, on lance le sac, on va faire 7 millions quand même. Donc, on a vous êtes mis déjà un- voilà, une marque qui compte, mais 7 millions, voilà, ça reste encore modeste à Ouais. côté de ce que vous faites maintenant. C'est que maintenant, vous êtes quoi? Là, on va faire Ca- 100 millions là. Voilà, quasi à 100 millions. L'année prochaine. Donc voilà, il y a quand même un monde entre une marque à Ouais. 7 et une marque à 100. Bien sûr. Et en fait, voilà, sans spoiler, c'est le sac à dos qui va vous faire rentrer dans une autre dimension, quoi. Exactement. On sent une énorme traction qu'on n'avait encore jamais sentie. On lance 4000 pièces, je crois. Pour nous, c'est censé tenir 6 mois, 8 mois. Tu vois, c'est déjà un gros test, 4000 pièces. Et en fait, en 3 jours, tout part. Et on se retrouve à faire des chiffres records sur le site. Et surtout avec des demandes de partout. Il n'y a plus de sac, il n'y a plus de sac. Pourquoi? Donc on relance des prods et on est en perpétuel retard par rapport à la demande. En fait, à chaque fois, on fait bon, bah, on va faire x4 en production. Et en fait, la demande, elle est x10. On fait x10, la demande est x30. Et là, la traction est énorme. Donc là, c'est un truc que tu ne peux pas prévoir, que tu ne contrôles pas. Et là, quand tu es sur cette vague, là, tu tiens les voiles bien fort et tu t'accroches pour entretenir aussi cette vague, tu vois. Ouais. Parce que tu peux aussi te dire, si tu n'exécutes pas bien, la vague, elle retombe très vite. Et Ouais. du coup, nous, à ce moment-là, on se dit, putain, ça y est, ça prend, c'est parti. Enfin, ça fait 4 ans qu'on galère quand même pas mal. Même s'il y avait une traction, elle n'était pas aussi forte. Et là, d'un coup, tu sens un truc qui est un énorme vent dans le dos. Où là, tu dis, bon, ok, c'est cool, on l'a. T'as fait le geste, hein, pour ceux qui Et- regardent sur YouTube, c'est du coup là tu tiens la barre Tu tiens la barre et là, il faut tenir quoi. fort, tu vois. Et Ouais. il faut ramener vite des gens parce que tout seul, tu la tiens pas, la barre. Ouais. C'est beaucoup trop fort. Donc là, tu dois, à ce moment-là, aller très vite pour embarquer des gens avec toi, venir tenir la barre parce que tu vas pas la tenir très longtemps tout seul. En même temps, former tout le monde et continuer à trouver comment tu entretiens un peu cette vague. Donc il faut parfaitement exécuter ton produit, être nickel sur ton SAV, ta logistique, ton pricing point, ta distrib, etc. Au moment où tout fait x10 tout le temps. Donc au moment où c'est hyper dur de prévoir ce qui va se passer. Enfin, c'est pas hyper dur, c'est impossible de prévoir ce qui va se passer. Donc là, c'est les moments un peu d'euphorie où c'est le chaos complet. Et du coup, tu dois recruter des gens aussi qui sont à l'aise avec ça et qui savent que putain, ça va bouger tous les jours. On va avoir tous les imprévus tous les jours. Mais putain, j'adore ça et c'est pour ça qu'on m'a recruté, quoi. Et parce que là, du coup, c'est quoi donc, là, on est sur des bonnes nouvelles. Vous avez trouvé un produit qui va
très vite devenir votre vache à lait, votre image de marque. Parce que c'est vrai que maintenant, tu vois, quand souvent je parle du podcast avec mes potes, tu vois, même ce matin, j'étais chez un pote, il me dit tu reçois qui là ce matin? Je lui dis je reçois le CEO de Kabaya. Il me fait Kabaya. Ouais, je lui dis directement, tu vois, je lui dis plus la marque de bonnet, je lui dis tu sais, la marque de sac à dos. Ouais. Alors que franchement, moi qui vous connais depuis le début, Kabaya, c'était les bonnets à pompons. Ouais. Et tu vois, maintenant, vous avez réussi à retourner le truc où on dit c'est la marque de sac à dos. Ouais. Parce qu'en plus, on peut le dire, je crois que j'avais lu ça quelque part, vous êtes même numéro 1 devant Ispac maintenant en Ouais, France. on est les plus gros vendeurs de sacs à dos en France en chiffre d'affaires. C'est pas mal ça quand on devant connaît quand même Ispac. la hype C'est quand même d'Ispac. pas mal. On en parlait tout à l'heure en off. Enfin, je veux dire, nous, alors, du coup, on était au lycée il y a combien de temps? Il y a une vingtaine d'années. 20 ans, ouais. Putain, la vache. Comme ça, ouais, Et on avait c'est tous fou. un Ispac, quoi, tu vois. Ouais, mais justement, tu vois, en plus, ils nous regardent pas vraiment Ispac parce qu'on leur prend pas tant de parts de marché que ça, parce que eux, c'est 8-18 ans, leur cible. Et nous, Ouais. on est plutôt 30-40 ans. Alors, on a la famille, mais pour l'instant, dans les cours d'école, Ispac est encore largement devant Ah ouais, nous donc et ce qui très fait que vous avez présent. encore une énorme marge de On a progression, quoi. encore beaucoup de marge de progression. Il y a encore les mecs, là, ça y est, ça fait quelques mois où on commence à être beaucoup plus mecs. Avant, on était quand même très féminin. Là, il y a des mecs qui commencent vraiment à le prendre. Les enfants, ça commence à arriver. On commence à remplacer un Parce peu. qu'en fait, au début, en fait, c'est que ça, c'est que Kabaya, en fait, comme tu l'as dit, là, en fait, un peu, pas l'innovation, mais là où vous avez pris le bon move, c'est que d'un coup, vous êtes devenu en fait un sac à dos qui est multifonctionnel. Ouais. Quand de base, en fait, un Ispac, de toute façon, C'est tout pour le monde mettre l'a tes en tête. classeurs quand Le t'en as- Ispac, quand c'est t'es tu ado. l'ouvres et tu as une ouverture et tu fous Ouais. tes cahiers, tes classeurs, mais tu n'as pas un truc pour mettre ton Mac, tu n'as pas un truc pour mettre ton téléphone, ta carte d'identité, ton passeport, ton truc. Voilà, si tu prends l'avion, tu prends plutôt un Kabaya ou ce genre de sac, quoi. C'est pour ça qu'il est parfait quand t'es ado, quand t'as 13 ans, pour mettre tes classeurs dans le cartable et le jeter partout parce qu'il est increvable et très simple. Mais quand t'as 30 ans, il n'est pas du tout fait pour tes besoins du quotidien quand t'as 30 ans, quoi. Et Mettre du ton coup- PC, déjà, tu peux pas. Tes chargeurs, tes poches. Et on rajoute en plus ce côté hyper coloré et personnalisable qui plaît beaucoup à nos clients et qui fait que t'en vois partout dans la rue des cabayas, mais tu vois très rarement, voire quasi jamais le même. Tu vas voir, tu vois, souvent dans les marques, tu prends Ispac, le gris et le noir, 90% des sacs Ispac que tu vas avoir dans la rue, c'est le gris Ouais. et le noir. Ouais, c'est ça. Tout le monde là. Le Kabaya, tu regardes, on sort, on va en voir 10 en une heure. Je suis quasi sûr que les 10, il n'y en aura pas un seul identique. Tu vois. Il y aura des couleurs de sacs différents et surtout des couleurs de pochettes qui fait que les 10 seront jamais les mêmes. Ce qui nous permet d'avoir aussi un peu de repeat business sur le produit et des clients qui viennent rajouter des pochettes et le personnaliser. Et c'est quoi c'est quoi votre stratégie du coup pour aller toper les lycéens? Parce que ça, c'est quand même en termes de volume, c'est un énorme marché. Parce que pour le coup, c'est un marché où 100% des lycéens ou des collégiens ont besoin d'un sac en fait. Ouais. En fait, en collège et lycée, tu n'as pas de marques qui sont marketées avec les nouveaux codes aujourd'hui. Tu vois, Ispac est là depuis 60 ans, donc il est là par défaut dans les cours d'école. Parce qu'il y a rien emblématique, ouais. Parce que c'est emblématique, parce que du coup, si tu as 13 ans, en fait, ton grand frère ou ta grande sœur, elle avait un Ispac, donc tous ses potes en avaient un. Là, tu commences à en voir dans la cour, tu l'as, parce qu'ils sont surreprésentés en distribution. Tes parents ont tendance à l'acheter parce que c'est un bon rapport qualité-prix, il est pas cher, donc tout le monde est aligné, quoi. Ta mère ou ton père dit ok, c'est un sac à 30 balles, ça me va, il garantit à vie, en plus super. Et moi, en tant qu'ado, j'ai 13 ans, tous mes potes l'ont, je le prends. Par contre, sur les réseaux sociaux, je les vois pas, je vois pas de super campagne d'influence, je vois pas de boutique où je peux avoir une expérience. Ah, il n'y a pas de retail, Il n'y a pas de Ispac. retail. Ispac, t'as pas de boutique Ispac. C'est quoi? C'est une marque américaine? Américaine, ça appartient à VF Corp, ouais. Ok. Donc dans le monde, ils sont quand même plus gros que nous. Mais c'est Oui. en France où maintenant on est passé devant cette année. Et du coup, tous ces nouveaux codes du retail business et du e-commerce, ils les ont pas. Ispac s'est revendu à Auchan à la rentrée à 30 €. C'est pas le truc le plus sexy quand tu as 13 ans et qui te donne envie absolument d'avoir un Ispac. Donc nous, on a vraiment ces codes des nouvelles DNVB qui donnent envie justement à cette nouvelle génération de porter ces produits. Et truc qui est un peu touchy, mais qu'on arrive à contourner un peu malgré nous, c'est que tous les profs adorent Kabaya, la maîtresse d'école. Oui, les et profs la qui ont notre âge, ils sont qui ont sûrement notre âge, Kabaya en fait. ils sont fans parce que le produit est hyper pratique. Et du coup, moi, j'avais vachement peur de... attends, les ados, quand ils vont voir que leur prof a un sac Kabaya, t'as pas envie d'avoir le même sac que ton prof, quoi. Ouais. C'est ce que les gens disaient avec, tu sais, par rapport à l'iPhone. Tu sais, à un moment donné, Ouais. je sais pas si tu te rappelles de cette étude qui était parue, qui était de dire Apple s'inquiète parce qu'en fait, les enfants ne voudront sûrement pas avoir le même téléphone que leurs parents
Bah, je pense Bah, qu'en en fait, fait, pas en du fait, tout. pas du tout. Pas Hein, du ouais. tout. En fait, ils veulent Tu tous un veux la iPhone même parce que c'est chose. le meilleur téléphone, quoi, tu vois. Et en fait, tu vois, la base d'une marque, c'est easy to mine, easy to find. Donc, c'est à quel point tu l'as facilement en tête et à quel point tu la trouves facilement. Et nous, Kabaya, aujourd'hui, tu nous as facilement en tête parce que tu nous vois partout sur les Mais on te réseaux, trouve en pas boutique. facilement. Si? Et alors, si on nous trouve facilement parce que tu as, toutes nos boutiques, nos réseaux de revendeurs, le e-commerce. Donc, tu nous trouves très Mais comme facilement. tu disais tout à l'heure, vous serez jamais chez Leclerc, Par Auchan et contre, on ne sera Carrefour. jamais chez Leclerc Et ou tu es chez d'accord Carrefour. que Ça, la c'est clair. plupart des sacs et des parents et des enfants, en fait, ils vont faire leurs courses de rentrée beaucoup là-bas. Je sais pas, en fait, par exemple, dans les gens qui ont un ISPAC, quelle est la part qui vient de Grand Distrib, qui vient du web ou quoi. Je sais pas si c'est des chiffres que vous J'ai avez, pas mais les chiffres, mais à mon avis, tu as 80% vient de la grande distrib. donc Et du coup, justement, c'est c'est pas, tu vois, le gamin de 13 ans, la grande distrib, c'est pas l'idée qu'il a de la marque d'aujourd'hui. Donc en fait, c'est là où on a une chance, c'est que ses parents étaient habitués à se dire, bon, bah, grande distrib, on fait les courses cet été pour ta rentrée, je t'achète un ISPAC. Sauf que demain, bah, le gosse, il se dit, non, mais en fait, maman, toi, tu as un Kabaya et je le trouve hyper cool. Et j'ai pas envie d'aller dans un réseau un peu dégueulasse. Et moi, je veux plutôt celui qui a été porté par telle tu crois que influenceuse le ou sur gamin de 13 Internet. ans, il dit ça, lui? Bah en fait, on est en train de s'apercevoir qu'il dit ça. Malgré Ok. nous, tu vois, on pensait pas. Tu vois, Ouais, c'est ouais. comme le fait d'être porté par tous les profs. On pensait pas du tout que ça allait être un produit qui allait plaire aux profs. Et encore une fois, c'est avec notre manière de tester plein de trucs. À un moment, tu t'aperçois qu'il y a une prof influenceuse qui a 15 000 followers qui nous fait faire un pic de trafic énorme sur le site. Et en fait, on se dit putain, mais d'où il vient ce pic? Et on s'aperçoit que c'est une prof qui l'a. Et à partir de là, on se dit putain, mais on a peut-être un produit qui plaît aux profs. Et oui, on a un produit qui plaît énormément aux profs. Et depuis, bah, tous les profs ont un sac à balai. Et ça, on l'a su parce qu'on a testé plein de trucs. Ouais. Encore une fois, plein d'autres marques auraient dit ah non, alors je veux peut-être pas les profs ou je veux pas les enfants, ou je veux pas X ou Y pour telle et telle raison. En fait, t'en sais rien. Donc, teste plein de trucs et à un moment, tu vois des trucs qui sortent. Et encore une fois, le fait que les profs adorent, bah, c'est sorti de. On a fait des tests, on a vu à un moment que ça prenait, quoi. Ok, trop bien. Comme je vois que l'heure tourne et j'ai encore quand même pas mal de questions, Ouais. j'essaie du coup de te les poser en temps et en heure. Toi aujourd'hui maintenant, donc on a dit Kabaya, une marque du coup qui va bientôt faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. En termes de salariés, tu m'as dit quoi? On est 90 au siège et 230 en tout avec les équipes retail Ouais, sur le voilà. terrain. Ok, retail et voilà, surtout retail. Ouais. Peut-être wholesale, des fois il y a des gens, peut-être Wholesale, Galeries c'est des Lafayette ou quoi. indépendants, c'est des agents commerciaux Ouais, voilà. qui travaillent pour nous, donc c'est pas des vrais C'est salariés. pas des en salariés, CDI, ok. quoi. Toi aujourd'hui, c'est quoi ton rôle en tant que CEO? C'est quoi un peu la fiche de poste quand on est sur une telle traction, une telle croissance, pardon, on va pas parler de traction là, telle croissance, un tel chiffre, un tel flux, et ce nombre de salariés, par exemple aujourd'hui, toi tu as combien de personnes en management direct? Comment vous êtes organisé? Alors j'en ai 7 en management direct, et ce qui est beaucoup à notre taille. On a des discussions avec nos fonds d'investissement justement qui nous disent ah, les gars, il faut sortir un petit peu la tête du guidon. Et c'est aussi une des raisons du succès, je pense, c'est que moi et Emilien, on a toujours été très hands-on et vraiment beaucoup dans l'opérationnel. Déjà, un, parce que ça nous plaît, on adore ça. Et deux, parce qu'on a besoin d'avoir une parfaite vision de la boîte et de nos pôles et pas découvrir des chiffres comme ça qu'on nous annonce. On a toujours besoin de transmettre cette obsession du client et du résultat. Tu vois. Donc on a besoin d'être vachement dans l'opérationnel au quotidien. Et moi, je m'occupe plutôt de la partie produit, retail, B2B, RH, finance, Beaucoup de choses, quoi. Trop de choses sustainability peut-être? management. Et Emilien, toute la partie e-commerce avec CRM, Growth, SAV, IT, créa, marketing. Donc, tu Grosso vois, modo, c'est un peu 50-50 du c'est chiffre. grosso modo Ouais. 50-50. Et chacun a ses expertises. Tu vois, moi, j'ai une vraie expertise retail. Emilien a une vraie expertise e-commerce, grosso modo. Et du coup, il faut surtout pas qu'on lâche ça et qu'on commence à recruter des gens qui font ça à notre place et on gère plus du tout. On a des gens en dessous de nous. Tu vois, en retail, j'ai un directeur retail qui chapeaute toute notre équipe. Emilien a une directrice e-commerce qui chapeaute aussi l'équipe. Mais on a un œil assez précis sur ces BU-là parce que c'est un peu notre expertise, quoi. Ouais. Donc ça, il faut surtout pas qu'on le lâche. Et pour répondre à c'est quoi mon job de CEO au quotidien, déjà mon premier job, c'est qu'on ne devienne pas des gros cons. Ça, c'est un des trucs que je dis souvent. Moi, je nous considère un peu comme les Rasta Rocket du retail. Je sais pas si tu as vu ce film Ah, bah, Rasta bien sûr, Rocket, 1 tu million vois, de la fois. référence.
Toujours la cassette qu'il y avait dans le car quand on allait au Ouais, ski ou des trucs comme ça. Il y avait soit les bronzés, soit Rasta Rocket. Star Rocket, exactement. Et j'adore cette image des Jamaïcains. Alors, on n'a pas de Jamaïcains dans l'équipe, malheureusement, mais cette image de on ressemble à personne. Enfin, on ressemble à rien, on ressemble pas à ceux, aux start-upers, retail ou e-commerce Pour d'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas d'incompréhension, c'est qu'en fait, Rasta Rocket, c'est l'histoire d'une bande de de 4 ou Jamaïcains. 5 Jamaïcains qui veulent absolument aller faire les JO. Ouais, Et ils cherchent en fait sur quel sport ils pourraient y aller. Et en fait, ils voient qu'il y a, en fait, il y a un sport qui n'est pas représenté par leur pays, c'est le c'est le bobsleigh. bobsleigh, ouais. Et donc, du coup, ils vont faire les JO en Les JO de bobsleigh. Donc, bobsleigh. ils sont évidemment nuls. Mais au moins, c'est tout l'esprit. En fait, ils voulaient aller représenter leur pays aux JO. Et ce film, il est magnifique pour ça. Il est magnifique. Et à la fin, tu vois, ils arrivent à faire jeu égal avec les leaders mondiaux qui sont les Suisses. Et en fait, c'est ça que j'ai envie d'inculquer à la boîte. C'est on ressemble à personne et c'est très bien parce qu'on a notre propre style, tu vois, le Jamaican style. Alors, on n'a pas le Jamaican style, mais on a notre propre langage, on a notre propre style qui ressemble vraiment pas aux autres. Gardons ça, n'essayons surtout pas de ressembler aux autres. Et malgré ça, on a une volonté d'être les meilleurs, comme ces Jamaïcains qui veulent gagner les JO, tu vois. C'est pas parce que on semble cool et ressembler à personne que on s'en fout d'être On est dernier. là pour faire de la On, figuration. on Ouais. est là pour être les premiers, on est là pour aller le plus vite possible, plus loin possible, et surtout en prenant un chemin différent de tous les autres. Et on pense que c'est comme ça qu'on arrivera plus vite que les autres et qu'on arrivera en haut à la fin. Et c'est une manière beaucoup plus cool en plus de réussir, je trouve. Moi, j'adore cette manière de pas. Tu vois, je déteste les livres d'entrepreneuriat qui disent tu veux réussir ou gagner beaucoup d'argent ou faire ça. Alors, suis la règle 1, 2, 3 et après tu verras, tu seras riche. Bien évidemment, c'est pas possible et ça n'existe pas. Et moi, j'adore l'idée de on va inventer un peu des nouvelles règles, des nouvelles manières de faire. Et la paillote de plage est un peu là pour ça. C'était dès le début un petit pied de nez à des grands marketeurs qui te diront tu veux créer une marque de bonnet, bah, tu t'appelles Ourson et ton logo doit être un ours polaire pour faire penser à la neige, machin. Bah non, moi je vais créer une marque qui s'appelle Kabaya, c'est une paillote de J'avoue que si plage, t'avais on pris va faire une du bonnet. montagne ou quoi, t'aurais été un peu emmerdé pour. T'aurais été un T'aurais peu pu, emmerdé mais pour bon. le sac. Mais du coup, tout part de là. Tu vois, on a nos boutiques sont bleu électrique. Nos codes couleurs, c'est bleu électrique. Quand tu te balades dans la rue, tu vois une boutique Kabaya, elle sort vraiment du lot. Tous les codes qu'on essaye d'utiliser, c'est vraiment. Enfin, l'audace, tu vois, fait partie d'une de nos valeurs hyper importantes. On essaye de tester des trucs que plein d'autres n'ont pas testés. Mais par contre, on veut arriver au bout. Donc, pour répondre à ta question, un de mes jobs favoris et préférés, c'est continuer à cultiver cet état d'esprit de on est d'éternels outsiders et personne nous regarde, personne croit en nous et c'est pas grave et c'est tant mieux même parce que on va juste montrer qu'en fait on n'a pas besoin d'être dans la lumière pour être les meilleurs. Ça, c'est une grosse partie de mon job. Deuxième, c'est surtout toute la partie finance. Je le disais, on n'a pas de CFO. On va faire 100 millions aujourd'hui. On n'a toujours pas de CFO. Ouais, j'étais sur le cul quand tu m'as dit ça en off tout à l'heure. On est en train d'en recruter un. On a enfin pris la décision de se dire, OK, on va en recruter un. Mais donc, du coup, je gère pas mal l'équipe finance et RH aussi, produit, développement produit, et ce que je te disais, surtout retail. Il y a encore pas longtemps, je gérais encore beaucoup les emplacements retail et les négociations de beaux commerciaux avec les bailleurs. Et là, maintenant, le job, ça va être développement international surtout. Donc, Ok, voilà. bah écoute, ça nous amène, on va dire, sur peut-être l'une des dernières questions. Là, moi, de toute façon, j'avais lu dans la presse que vous avez fait une assez grosse levée de fonds avec, Ouais. on rentrera sûrement pas dans les détails des chiffres et c'est ok, avec une partie cash-in et une partie cash-out pour Ouais. vous, notamment. Du coup, ce qui m'amène à la dernière question, c'est en fait, c'est quoi, toi, ta vision de Kabaya? Est-ce que Kabaya, c'est la boîte de ta vie ou est-ce que tu te dis peut-être qu'il y aura une date de fin dans un futur proche, moyen proche, un futur long? Est-ce que tu te penses après avoir peut-être une deuxième aventure, mais qui pourrait être aussi grosse? En fait, dans quel état d'esprit on se sent quand, à moins de 40 ans, on a déjà monté une boîte à 100 millions? Est-ce qu'on se dit qu'un jour, on pourra le refaire? Et si on se dit que peut-être qu'à un moment donné, j'ai eu aussi un peu de chance, il y a eu des bonnes opportunités, il y a eu le bon momentum. Enfin, voilà, il y a peut-être plusieurs questions dans ma question, mais Ouais. dans quel état d'esprit on se sent quand on a fait tout ça là? Bah, je vais te faire une réponse assez simple. C'est exactement la même chose que ce qu'on fait depuis le début de Kabaya. J'en sais rien. Donc, en fait, Kabaya peut s'arrêter pour moi dans 6 mois comme dans 40 ans. Et je pourrais le donner à mes enfants. Peut-être, j'en sais rien.
La seule chose qu'on s'est dit avec Emilien depuis le début et qui est sûr, c'est qu'on arrêtera le jour où il n'y a plus de projet et il n'y a plus de forte croissance. Nous, ce qui nous drive au quotidien, c'est des réflexions intellectuelles de comment tu continues à avoir cette forte traction. Gérer une boîte qui fait 100, 200, 500 millions, 1 milliard, peu importe, qui est extrêmement rentable mais qui n'a plus de croissance, donc sur lequel tu gagnes très bien ta vie, tu bosses beaucoup moins parce qu'en fait, on est là surtout pour driver la croissance. Mais si aujourd'hui la boîte n'a plus de croissance, moi et Emilien, on ne sert plus à grand chose. Donc on travaille 3 fois moins, on gagne 4 fois plus. Sur le papier, c'est quand même pas mal. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous branche dans l'entrepreneuriat, c'est comment tu fais pour driver une forte croissance. Donc on n'a pas du tout de date de fin en tête, ni un chiffre en tête. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui se disent moi je veux faire ça, une fois que j'ai fait ça, c'est bon, j'arrête, je revends. Ouais. Nous, pas du tout. Mais je pense que la plupart des gens qui disent ça, quand le jour où ça leur arrive, en fait, ils se rendent compte que c'était pas ça qu'ils voulaient, en fait. C'était pas ça. Ouais. Donc nous, on sait ce qui nous drive au quotidien, c'est apprendre des choses et driver de la croissance. Le jour où on voit qu'avec Kabaya, on ne peut plus driver une forte croissance parce que mathématiquement, c'est pas possible, où il y a une raison pour laquelle on est persuadé que c'est pas possible d'aller beaucoup plus loin, et qu'on n'apprend plus rien, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans, tous les jours, etc. On arrêtera. Et qu'est-ce qu'on fera? J'en sais rien, mais il y a plein d'options. Et répondre à la question, est-ce qu'on se dit on pourra jamais le refaire? Si, je pense que, c'est pas du tout un truc que je me dis. Si j'en lance une, ce serait pour me dire, bon bah là, ok, j'ai compris pourquoi on n'a pas pu aller plus loin que tel plateau. La prochaine, je vais réfléchir pour comment je fais pour exploser ce plateau. Tu relancerais une marque si c'est ça qui te branche? Il y a plein de trucs qui nous branchent. En fait, au début, on se disait, notre vraie valeur ajoutée, c'est pas faire des bonnets, c'est créer des produits et théâtraliser, les distribuer. Aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est notre vraie valeur ajoutée, c'est créer des marques et savoir les distribuer. Donc en vrai, aujourd'hui, créer un groupe dans lequel tu incorpores pas mal de marques retail, c'est un C'est une play qui peut éventualité, être c'est une hyper piste, sympa. Ouais. c'est une piste de développement, C'est quoi. une piste de développement qu'on regarde pas sérieusement aujourd'hui parce que la marque est encore comme ça. Si à un moment la courbe commence à ralentir, c'est des questions qu'on se posera. Mais pour l'instant, on a encore plein de projets, plein de trucs à Trop déployer. bien. Donc, on se pose pas la question. Dernière question que je pose à tous mes invités. Si tu devais me mettre en relation avec une personne, encore une fois que ce soit un ou une entrepreneur, mais ça peut aussi être quelqu'un qui n'est pas du tout entrepreneur, pour prendre ta place ici et participer à un prochain épisode, ce serait qui? Il y en a pas mal que tu as déjà reçus. Mais sinon, Unbottled, Sarah et Benjamin, qui ont, je sais pas si tu connais la marque Bien sûr, la marque de gourde. Non, Pas du tout. Je confonds avec Waterdrop, sûrement. Ah, Unbottled, oui. c'est pas marque de gourde, c'est marque gel douche et shampoing solide. Ah, mais oui, exact, oui, Unbottled. pardon. Que je te recommande, qui ont une traction assez incroyable, qui font quasi 10 millions de chiffres en 2-3 ans, et qui sont hyper humbles et simples. Et du coup, voilà, je te recommanderais. Eh ben écoute, trop cool. Je te mettrai un petit message pour la mise en relation. Ouais. Merci beaucoup, Bastien. C'était vraiment très cool. J'ai adoré cet échange. Merci à tous ceux qui ont écouté Merci ou à regardé jusqu'au bout. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, si vous pouvez mettre un petit like et vous abonner, c'est très cool. Si vous écoutez en audio, évidemment, mettez 5 étoiles. C'est gratuit, ça prend une seconde. Ça m'aide énormément. Et je vous dis à bientôt dans le podcast. Merci beaucoup, Bastien. Et à très bientôt à tous. Merci Hugo, à plus.